Cette émission vous est proposée avec la participation de Alcor Entreprises, alcor.com. Bonsoir à tous et bienvenue, bon franchement je dis bonsoir, je ne sais pas, mais bref, bienvenue dans Geeking, épisode numéro 179, oui c'est ça. Oui. Cette semaine on va vous parler de plein de choses, mais je suis un peu perturbé, la semaine a été un peu compliquée. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude on revient après 2 semaines d'absence, bonne année, bonne santé, tout ça, voilà. Année qui doit commencer certainement très bien. Mais bref. Pour vous, hein, j'espère. Pour vous, voilà, j'espère que pour vous ça commence bien. Donc ce que je te propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec la rubrique des news, puisqu'on en a un paquet. Putain, t'es fou comme ça, tu les tues toi maintenant quoi. Ouais, c'est ça, je te propose. Je te propose. Et dans la rubrique news, la première qui a été retenue par toi, Sophie, je pense. Bah oui, la première notée, là. C'était la plus importante, c'est pour ça. Ça concerne Almost Human, une série dont on vous a parlé dans les précédents épisodes. Pas du tout, on en a parlé à peu près 5 millions de fois pour vous dire que c'était une série qu'on avait beaucoup aimée tous les deux. Ouais. Et justement, elle arrive sur TF1. Donc là, ça y est, branchez-vous, enfin sur TF1, vous avez le droit. Ça arrive ce mardi, le 13 janvier, 23h35, avec 2 épisodes. Normalement, il y aura aussi la VM, donc si vous voulez voir en VOST, ça devrait pouvoir se faire. En plus, normalement, s'ils font leur travail correctement, et je pense qu'ils vont le faire bien, ils vont le mettre sur les replays. Donc franchement, allez-y, c'est un univers assez futuriste. Donc c'est des flics qui bossent avec des robots Android et l'Android qui est affecté avec le flic de la série est en fait une version un peu modifiée qui a beaucoup de réparties, beaucoup de répondants et qui est très drôle. Ça forme un coop show assez marrant. Ouais. Si vous aimez le high-tech, vous ne serez pas déçus non plus parce qu'il y a quelques petites choses. Non, il y a des trucs vraiment sympas. C'est un truc d'anticipation. Il y a l'acteur de Judge Dredd. Oui, de Judge Dredd, mais qui joue aussi Éomer dans Le Seigneur des Anneaux, tout ça, enfin bref. Donc, non, vraiment une excellente série qu'on vous recommande si vous ne l'aviez pas vue. C'est le monde à regarder sur TF1. Tu sais si elle est en multilangue ou pas? Oui, normalement, oui. Voilà. En anglais, franchement, en anglais, elle est top. Donc, dommage que ça passe aussi tard. Là, il faut savoir que la série a été annulée. Hein. Donc, c'est pas grave, il y a une saison complète, donc bon. Ouais, voilà. Enfin, ça se termine vraiment. Il y a vraiment une fin bien. Voilà, okay. Regarde-le. Bon, mais regardez quand même pour l'univers. Ouais, fin ouverte. Ah oui, il y a un détail, les épisodes vont être diffusés dans l'ordre original, qui en fait était déjà un ordre modifié. Si vous voulez la vraie liste dans laquelle il faut regarder les épisodes, ça aussi c'est juste nawak, vous la trouvez facilement sur internet. Enfin voilà. Ouais, parce qu'ils diffusent pas la série, ils n'ont pas diffusé dans l'ordre de création originelle de la série. Du coup, il y a des trucs un peu bizarres des fois dans les comportements des personnages, ce qui est un peu dommage. News numéro 2, c'est War Sting. Alors en fait, vous connaissez Dard, ou Sting, l'épée de Bilbo le Hobbit. Alors vous avez dû voir passer la news certainement. Il y a un petit malin qui s'est amusé à mettre dedans un sniffer Wi-Fi. Et dès qu'il y a un Wi-Fi ouvert qui est détecté, en gros, la lame s'allume en bleu. Et je trouve ça juste hyper classe. Donc, voilà. Bon, après, je dois pas. Enfin, franchement, avec le climat actuel, je pense que c'est pas une bonne idée de se balader avec une épée dans la rue pour chercher du wifi, mais je trouvais l'idée plutôt rigolote. Oui, surtout qu'il faut certainement la tenir en l'air ou quelque chose comme ça. C'est mieux. Exactement. Et un petit message pour Killer215, on voit vos commentaires, puisqu'il nous posait la question dans le chat du live. Donc si vous voulez nous suivre en live, je le rappelle vite fait comme ça, c'est sur Gaming Live à 21h le vendredi. News suivante. Numéro 3, c'est le trailer de Ant-Man qui est enfin sorti. Voilà. Tu dis enfin comme si tu l'attendais déjà. Bah oui, j'attendais un peu parce que il peut toujours avoir une super surprise et tout, comme Gardiens de la Galaxie, on savait pas trop à la base, hein. C'était un peu un comics obscur et tout. Ça aurait pu être nul. Là, voilà, peut-être qu'on va pencher du côté nul de ça aurait pu. Et j'espère
pas, mais je sais pas. J'ai un avis très mitigé là-dessus. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Ouais, Evangeline Lilly joue une méchante a priori. Enfin, elle a une tête de méchante. Ouais, je sais pas, mais il y a pas. Enfin, tu vois, il y a pas de chaleur qui se dégage de ce trailer. En tout cas, il y a pas d'humour contrairement. Oui. Sauf à la fin. Ouais, un petit peu. À la fin, quand il dit on peut pas changer le nom. Mais ça se peut que ce soit un peu plus sérieux. Ça, c'est pas trop grave. C'est genre le Winter Soldier était génial. C'était beaucoup plus sérieux et tout. Mais c'était sérieux. Enfin voilà. Donc voilà. Agent Carter qui a commencé. Voilà, c'est juste une petite news en passant. Il y a eu 2 épisodes diffusés. Oui. Il y a un 3e là qui va sortir bientôt. Cette semaine. Tout à fait. La série est accueillie de façon incroyable. C'est une sorte d'alias, c'est ça? En fait, il y en a qui disent que ça ressemble un peu à ça. Dans l'univers Marvel et dans les années 40, 50. Et tout le monde dit que c'est génial. Alors là, pour le coup, c'était un truc. Franchement, j'avais très très peur. Là aussi, c'est un truc obscur qui. Non, mais on n'aurait pas mis ça complètement. Franchement, j'aurais rien mis dessus. C'est hallucinant là. Et pour le coup, ils ont créé un vrai univers, un personnage secondaire, un truc qui n'existe pas, quoi. Du tout. Et ils ont fait un vrai truc, et apparemment, ça marche super bien. C'est à la suite quand Rogers s'est congelé. Exactement. C'est ça. T'as spoilé Captain America. Oh merde. Faut pas. Par contre, les audiences ont quand même baissé entre le premier et le deuxième épisode. Donc bon, c'est vrai que ça a bien cartonné, mais après, sur le deuxième, ça a baissé. Il faut surtout voir cette semaine si les gens reviennent ou pas. Comme là, ça sera vraiment. Toujours chez Marvel, on a Daredevil qui sur Netflix qui sort le 10 avril. Ouais. J'espère que ça sera disponible chez nous aussi parce que maintenant je pense qu'ils vont vendre un peu moins leurs séries originales à des vraies chaînes. Pour éviter le problème qu'ils ont eu. C'était avec quoi sur Canal+, la série où Canal+ avait les droits de la série. House of Cards. Non mais non, puisqu'ils l'ont pas seulement, c'est pas ça. Non, c'était pas House of Cards, c'était quoi? C'était pas Fargo? Non, puisqu'il avait aussi. Enfin, il y a eu une série où il y a eu une exclusivité chez Canal alors que c'était une série Netflix et du coup il l'avait pas. Donc je pense que là maintenant ils vont arrêter de faire ça et j'espère qu'on va l'avoir disponible en France aussi le 10 avril. Ah bah j'espère. Normalement. Bon voilà, je crois que c'est une dizaine d'épisodes aussi. Game of Thrones le 12 avril, histoire de 2 jours plus tard, une fois que vous avez fini. Avril, le mois du geek. Soyez prêts. Une fois que vous avez fini, on a donc le season première de Game of Thrones. Alors il y a déjà là qui a été diffusé un petit truc qui dure 30 minutes en gros, qui nous montre un peu ce qu'on va voir dans la saison qui suit. Alors j'ai fait la connerie de le regarder je crois l'année dernière et j'ai été spoilé de plein de moments quand même. Pas ça. Même si c'est des petits spoils, mais ne le regardez pas. Jamais. Donc on a plus que 4 mois à attendre et donc on va avoir 250 teasers et trailers. Mais bon, soyons prêts. Préparez-vous. Voilà, Winter is coming. Trailer is coming. Trailer is coming. Donc maintenant on va passer un peu high-tech. Parce qu'il faut savoir que cette semaine c'était un peu le CES de Las Vegas, tu vois, le truc un peu ultime. Même moi je le sais, j'avais Corben qui... Et apparemment les Français défoncent là-bas. Ils mais normal, parce qu'en termes d'objets connectés... Toutes les nouveautés. Ouais, enfin tous les awards sur ce type d'objet, mais c'est un peu normal. WeThink qui sort là... Bah non, mais parce qu'en fait, les objets sont là, quoi. C'est pas que des projets ou des concepts. Il y a WeThings qui avait montré sa montre activité qui coûtait la bagatelle, je sais plus de combien, mais 250 ou 300 euros. Là maintenant, en fait, ils sortent une version moins chère, la WeThings Activité Pop, qui elle en fait va tourner aux alentours de 149 euros. Elle fait tracker d'activité, elle traque le sommeil, tout ça. Il y a une pile bouton dedans et en gros l'autonomie annoncée est de plus d'une année, donc c'est plutôt bien pour une montre. Elle est belle en tout cas. Et tu la gardes sur toi. Elle existe en plein de couleurs. Là c'était la version bleue, mais on dirait la Ice Watch. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu. Ça fait un peu Ice Watch. Sympa. Exactement. Et c'est analogique. C'est-à-dire que même le tracker d'activité, l'aiguille qui monte pour te dire où t'en es dans ton objectif, c'est vraiment un vrai truc analogique. Vraiment sympa. Elle est sympa, elle me plaît bien. Ouais. Netatmo qui a annoncé 2 nouveautés. Alors Netatmo, si vous suivez Geeking, vous savez que c'est mon truc, c'est ma station météo favorite. Non, Netatmo, c'est le truc qui ouvre les portes dans Euro. Ah oui, c'est vrai, dans Euro, ils s'en sont servis pour ouvrir les portes. Ils vont lancer un anémomètre, et alors là aussi, ils ont fait un truc génial. Un anémomètre, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais en gros... Ouais, qui mesure la vitesse du vent. Okay. Et en fait, ça ressemble en fait à une espèce de girouette avec des trucs qui tournent, enfin c'est un peu dégueulasse quoi. Et là, ils ont fait un tube avec des capteurs ultrasons. Quand le vent passe en fait au milieu, il sait à quelle vitesse il traverse le tube et de quelle direction il vient. C'est juste un truc de dingue. L'objet est plutôt sympa, en fait il ressemble à tous les autres, un espèce de cylindre. Ok, tous ceux qui vont mettre un truc sexuel, machin, nana, voilà, peut-être, avec un bout pas arrondi. Et franchement le truc a l'air assez efficace, il sera disponible cet été pour environ 70 €, ce qui est pas ouf en prix, c'est le prix d'un module supplémentaire qui mesure la température et tout ça chez toi. Et donc tu je veux mettre ça sur ton balcon en fait. Dans ton jardin. Non, parce que j'ai pas. Non,
Tout simplement parce que je donne pas de tous les côtés. Ah oui, là, donc ça pose un vrai problème. Donc non, je ne l'achèterai pas, mais pour les gens qui ont une maison... Sur le toit de l'immeuble. Oui, sur le toit de l'immeuble. Les gens qui ont envie de savoir la vitesse du vent. Ouais, et ils ont sorti un autre truc qui a rien à voir avec la station météo, mais qui montre qu'en fait, ils vont se diriger vers le marché de la maison connectée. C'est une caméra. La caméra s'appelle Welcome, et elle a une particularité, c'est qu'elle est capable de reconnaître les gens au visage. Et de t'envoyer une notification si elle n'a pas reconnu un visage. Genre, il y a quelqu'un qui est rentré chez toi, tu ne sais pas qui c'est. Donc du coup, tu peux savoir si un tel est rentré à la maison. Enfin voilà, le truc est assez bien fait. Ils vont fournir avec des petits capteurs que tu vas mettre sur tes portes pour savoir aussi quand une porte a été ouverte et tout. Vraiment, l'objet en plus est joli, il ressemble à la station Netatmo, sauf qu'il est doré au lieu d'être gris. Et le truc est franchement bien fait. Ça fait un peu peur presque, hein, parce que ça reconnaît vraiment les visages et tout. Du gros flicage. Mais... Bon, va falloir voir. Disons que s'il y a un bug et qu'on t'envoie une notif en te disant t'as un inconnu chez toi, c'est ça, s'il l'a pas reconnu. Ça peut faire flipper quoi. Ouais, mais après tu peux visualiser à distance ce que ça donne, tu vois. Ouais, mais. Bon, comme nous dit JP en cause dans la chatroom, moi j'attends de voir s'il reconnaît vraiment les visages. Surtout dans la vidéo, ce qui est impressionnant, c'est qu'il reconnaît les gamins. Alors que normalement, c'est le truc le plus difficile à avoir, parce que bon, ça, il bouge, et puis même le visage change énormément. Donc, oui, ça grandit beaucoup. Quand tu vois dans les photos, chaque fois qu'ils te proposent des noms, les gamins, c'est juste n'importe quoi. Après, c'est pas la même techno de reconnaissance. À voir, écoute, à voir. Je trouvais en fait, en tout cas, le design de l'appareil est plutôt sympa. Ouais, ça par contre, il est joli comme il ressemble aux stations. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Non, mais à voir. Tu vois, écoute, ils sont en train de se lancer dans le truc. Il n'y a pas de date de disponibilité, mais il va falloir compter, je pense, entre 170 et 200 € quand même. C'est une caméra Full HD, c'est un truc un peu plus costaud. News suivante, c'est HP qui lance le HP Stream Mini et Pavillon Mini. Et là, tout de suite, rappelez-vous, quand je vous parlais de Sarah et de ce contrôle vocal de la maison, je vous disais qu'il vous faut un ordinateur sous Windows, mais c'est toujours gros, ça fait du bruit et tout. Et bien voilà, HP lance 2 machines. Alors il y en a une qui a un plus gros processeur, c'est la blanche. Sarah, quoi. Ouais, non, c'est la blanche, elle vaut $350. La petite bleue, la mini en fait vaut $180. Alors la bleue, je pense elle sera pas suffisamment costaud pour pouvoir gérer Sarah par exemple, parce que bon, c'est surtout fait pour de la navigation. Il y a que 2 Go de RAM, enfin voilà. L'autre est un poil plus costaud, elle a un processeur un peu plus sympa, faut voir comment ça se comporte, mais ça consomme 45 watts, c'est-à-dire à peu près une ampoule, pas économie d'énergie allumée. Et c'est plutôt cool en fait, je trouve. Il y a pas mal de connectiques, enfin voilà, bref. Un look sympa. Alors vous n'allez pas jouer avec, que les choses soient claires, mais si vous voulez un PC pour bidouiller, c'est vrai que jusqu'à présent on avait tout ce qui est Raspberry et tout ça, alors c'est pas le même prix, c'est beaucoup moins cher, mais qui tourne sous Linux et tout. Si vous voulez un truc qui tourne sous Windows, vous pouvez avoir ça quoi. Ça tournera évidemment sous Linux, que les choses soient claires. Il y a Misfit qui nous sort une version solaire du Shine. Avec Swarovski, et du coup il n'y a plus de piles, et il est avec des... Ah, tu l'as perdu toi le type. Ouais, je l'ai perdu. Et il est avec... mon bracelet. Alors, tu vas pouvoir me filer tes bracelets du coup. Il est avec dessus une espèce de pierre et tout ça. Enfin, il est très beau. Le truc est... Ouais, il est joli, mais je ne mets pas de photo, c'est un truc de meuf. Juste à 60 €. Justement. Non, pas à 60 €, il est à 100 et quelques euros. Il est plus cher que 149 le ou Misfits 160 €. Oui, mais un peu plus cher. Si c'est signé Swarovski. Mais au départ, moi quand j'ai vu Swarovski, j'ai cru que ça allait vraiment coûter un bras. C'est pas si cher que ça, sachant qu'il n'y a pas de pile dedans. Le truc il est solaire, tu ne le charges jamais. Ça c'est cool, mais par contre il est beau. Et ils ont annoncé aussi une ampoule, la Bolt, elle s'appelle. Comme le chien. Comme le chien de Disney. la Bolt qui est assez jolie l'ampoule, mais tu vas me dire on s'en fout qu'elle soit belle. Oui, ça va, clairement. L'intérêt, bon elle vaut 60 € quand même, c'est le prix des Philips Hue finalement d'une ampoule. Ouais. Mais l'intérêt c'est qu'il n'y a pas besoin d'une station de base pour la piloter, alors elle aura une appli pour la piloter et tout ça évidemment. Mais elle a une particularité, c'est qu'en fait elle peut te réveiller avec l'aube, tu sais, quand ton Shine te détecte que tu es en phase de sommeil léger et que tu as réglé une heure de réveil, genre... Donc s'allume progressivement pour te réveiller. Exactement. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ah oui, c'est une bonne idée. Et tu vois, dans le genre d'appli que tu pourras avoir, c'est une fois qu'elle détecte aussi que tu dors, elle éteint les lumières, tu vois. On pourrait faire tout un tas de trucs comme ça. On a vu beaucoup de constructeurs qui faisaient des petits objets connectés s'orienter vers des solutions plus globales. Comme Philips aussi, qui va lancer certainement des capteurs d'ouverture, d'humidité, machin, qui veulent vraiment commencer à se lancer dans la domotique. On pourrait pas faire ça avec des stores en fait Si, t'as ça avec des stores, t'as ça avec tout un tas de trucs, mais là ce que je veux dire c'est que c'est des constructeurs connus pour faire uniquement un objet, tu vois, genre une station météo, maintenant ils font une caméra, des capteurs d'ouverture, après ils vont nous faire une prise certainement connectée, enfin tu vois, et petit à petit ils créent une solution globale.
Ça, on va encore en prendre plein la tête. Et justement, il va falloir choisir sa solution, espérer qu'elle soit pérenne. Et ce sera la discussion qu'on va avoir tout à l'heure dans la rubrique high-tech. Je vais dire technique, je sais pas pourquoi, mais bref. Lego Technics. Teasing. News suivante, alors il n'y a pas d'image pour illustrer, c'est Plex qui refont sa partie audio. C'est marrant, on dirait qu'il y a que lui qui a mis des news. Ouais, t'as vu, c'est hein. ça. Plex, Plex, vous l'utilisez hein, Mais oui, pour tout ça. Alors la partie audio était pas top. Là maintenant ils l'ont refaite et il y a un avantage, c'est qu'elle est capable aussi d'identifier les morceaux de musique avec la même techno que celle qu'utilise Apple par exemple sur iTunes. En fait ça écoute un bout du morceau, ça va chercher vraiment la bonne pochette, ça te les classe bien comme il faut. Ça c'est bien déjà. Ils ont fait un truc pas mal et maintenant il y a un petit bouton d'import en un clic, t'importes toute ta bibliothèque iTunes dans Plex. Ah, vraiment, c'est malin. Donc voilà, c'était juste une petite news en passant. On retourne au CES, enfin c'était au CES aussi que Plex l'a annoncé, mais Dell qui a annoncé 2 produits que j'ai trouvé mortels. Le XPS 13, c'est un PC portable où il n'y a quasiment pas de bord autour de l'écran. D'accord. Mais alors il est absolument magnifique, l'ordinateur, vraiment. Et il a l'air solide hein, aussi, enfin ça, franchement, ça a pas l'air de la gnognotte. Et une tablette, donc là on a des images, la Dell Venue 8 7000 pouces, ouais c'est The Verge qui a fait la petite vidéo là-bas. La tablette en fait, bon c'est une version 8 pouces, elle fait que 6 mm d'épaisseur, donc imagine l'épaisseur du truc. Et alors, là où c'est absolument mortel, c'est qu'il y a, sur toute la partie à gauche, en haut et à droite, il n'y a quasiment pas de bord d'écran. Du coup, ça lui donne un look, je trouve, qui est absolument génial. Ouais, sympa, hein. Elle a en plus un appareil photo 3D avec lequel tu peux changer le focus une fois que la photo a été prise. Oui, ok. Ça prend toute une gamme de photos, tu sais, et voilà, tu peux changer ton focus après. C'est génial ça. Bon, faire des photos avec une tablette, t'as l'air con, mais... là elle fait 8 pouces donc tu vois je veux dire elle est pas si grosse. Quand j'ai mon iPhone j'ai des fois l'impression de faire des photos avec une tablette tu vois, c'est un peu ça. Donc du coup on n'est pas très loin, mais je trouve qu'en termes de look elle est magnifique. Alors elle est sous Android, les Dell Venue sont connus aussi pour exister en version Windows, là c'est pas le cas. J'aurais adoré qu'elle soit sous Windows 8 par exemple, franchement ça aurait pu être sympa, sachant qu'en plus dedans je crois que c'est un Process Intel qui est présent, mais bon, c'est pas fait pour. Dommage, mais si vous en sortez une version Windows, là par contre, je serais peut-être client. En termes de prix, c'est pas incroyable, il y a plusieurs configs qui existent, mais pareil, ça tourne entre 500 et 600 $. Bon, c'est assez cher. Hein. Je crois que la version la moins chère, elle est à 399. Celle qui est la moins spéquée, ce qui est plutôt correct. Et on termine, alors là on passe dans l'opposé extrême, mais j'ai trouvé ça génial avec Fou Big Tab. Big Tab. D'accord. Ouais, alors là c'est Big Tab, hein. Mais alors super big. Alors ça va de 699 $ pour 42 pouces. Imaginez 42 pouces, ça fait 1 mètre de diagonale quoi, en gros. Et jusqu'à 4000 € pour la version 4K 65 pouces. Okay, donc dedans c'est Wi-Fi. Je t'ai pas mis de photos peut-être. C'est une table de salon quoi. Voilà, ben là tu vois et voilà. Il faudrait peut-être changer le nom de tablette. Pourquoi? Non, mais enfin non, ils ont mis table, ils ont pas dit tablette. Donc là elle est sous Android. Alors, non mais après techniquement tu vois, elle est Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Dedans c'est un proc Nvidia. Bon, tu vas pas jouer et tout ça, c'est pas ça le but. Hein. Tu joues à Angry Bird. Ben en fait cette tablette est faite pour les enfants. Ils ont fait une version 24 pouces l'année dernière qui s'appelait la Nabi... Alors pas Nabila, hein, mais la Nabi Big Tab, je crois, un truc comme ça. Et là, c'était portable, il y avait une poignée, il était assez joli. Et là, l'idée, bah, voilà, c'est que tu as un écran géant. Alors là, c'est un peu trop grand, je trouve, hein, celui-là. Mais... Tu vois, quand on parle de maison connectée, de domotique et tout ça, si tu as un tableau de bord, un truc affiché sur un grand écran, ou par exemple, là ils disent que c'est pour les enfants, alors 3000 €, je te cache pas que 4000 €, je mettrais pas ça pour les enfants. Pour faire oui, non, ça va. Non, mais ça, en fait, ça fait un tableau, voilà, c'est ça, ça fait plutôt que d'avoir un truc projeté. Pour l'éducation. Hein. Exactement, mais il y a peut-être des jeux éducatifs dont ils font la démo et tout. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est pas l'éducation, c'est d'abord la domotique, tu vois. C'est vraiment ça, d'avoir un tableau de bord tactile et tout, bon bref. Ouais, dans le couloir, ouais. Un truc comme ça. Ouais, mais exactement, un écran 42 pouces comme ça. Incrusté dans le mur pour pas que ça tombe. Voilà, tu vois, accroché au mur et tout, ça pourrait être très classe. Non, incrusté. Ouais, incrusté. Ouais. Bon, bref. C'est qui m'a inventé un sac à dos pour pouvoir la transporter. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pris ton livre? T'as pris ta tablette? C'est ça. Donc on a terminé avec les news, et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec la rubrique high-tech. Et dans la rubrique high-tech, donc,
nous sommes les 2 heureux possesseurs, enfin toi bientôt plus, mais oui, c'est provisoire. Voilà, d'une box domotique que tu avais commandé, toi tu l'as commandé pour ton frère. Exactement, cadeau d'anniversaire pour mon petit frère. Ouais, tu dis c'est de la merde et tout ça. Donc, qui emménage dans son appart. Ouais, tu t'es dit. Ça va être l'occasion d'investir des millions en domotique. Des millions en domotique. Genre, il est déjà pas assez ruiné d'avoir un crédit sur 40 000 ans. Qu'en plus, tu veux lui faire dépenser le fric qu'il n'a plus. Exactement. C'est parfait. Ah, mais moi, je suis un bâtard. Moi. Non, mais je vois bien. Donc, cette box domotique, c'était une box. Alors, c'est la Stack Box, c'est celle-ci. Alors, elle est toute blanche, c'est très pratique pour la caméra, je pense. On peut pas filmer depuis ton téléphone, t'as pas. Non, j'ai pas envie, la vidéo. Parce qu'il y a une petite vidéo et tout qui explique. La Stack Box, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une box domotique multi-protocole et qui est censée être open source. Et open hardware, enfin bon, la totale. Tout, quoi. Open tout. Quand j'avais vu le projet, je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa de voir ce que ça donne. Parce que moi, j'avais une box domotique qui était uniquement Z-Wave. Et j'avais Z-Wave qui est donc un protocole domotique, hein, qui permet de faire communiquer les appareils entre eux. Ce qui est sympa, hein, parce qu'il y a beaucoup d'appareils Z-Wave. Mais j'ai commencé à m'équiper d'une station Netatmo, de tout un tas de trucs. Et de divers constructeurs. Quoi. Ouais, de divers constructeurs. Et du coup, à chaque fois, je me disais, ah, ça, je peux pas l'acheter parce que c'est pas Z-Wave. C'est pas compatible. Est-ce qu'il y a un plugin qui existe sur ma box domotique pour pouvoir les connecter ensemble et tout ? Alors, Netatmo, j'ai eu du bol, c'était connecté. Donc, du coup, c'était réglé. Mais je me suis dit, voilà, tiens, si on essayait d'aller un peu plus loin et d'avoir une box domotique, j'allais dire 2.0, un truc un peu nouveau qui connecte plusieurs protocoles et qui soit pas attaché à un truc et qui fasse la promo que d'une techno. Pas attaché à un constructeur qui est assez libre. Et je me suis dit, je vais me laisser tenter par la Stackbox. Alors, ce qu'ils ont dit en gros, c'est que c'était un hub connecté pour connecter l'internet des objets avec, enfin l'internet des objets ensemble. L'anneau unique, tu sais, pour les gouverner tous, tout ça, enfin, bref, la totale. C'est le sauron de la domotique. C'est le sauron de la domotique. Voilà, exactement, l'anneau unique. Donc, j'ai reçu cette box que j'avais commandée sur Kickstarter. Sur Kickstarter, en effet. C'était $79. Alors, il faut savoir qu'une box domotique, en général, c'est à peu près le double en termes de prix. C'est hyper cher, normalement. Mais la Vera que j'ai, elle valait, maintenant elle vaut moins, mais en gros, maintenant, vous la trouvez aux alentours de 129 €. Et c'était déjà la moins chère, tu vois. Techniquement, peut-être la plus limitée, mais c'était la moins chère. Là, maintenant, avec cette box qui donc était pas chère du tout, alors il fallait rajouter $20 de frais de port, et on a eu la surprise d'avoir 20 € de frais de douane à l'arrivée. Frais de douane. Ils ont oublié de... Tu l'as eu toi aussi, les frais de douane ? 19 €, exactement. Ah ouais, bah c'est ça, 19. Voilà. Et vu que le mec avait pas de monnaie, bah, j'ai dû lui donner 20. Il s'est gagné 1 €. J'ai pas de monnaie. Bon bah ça te fera un café quoi. C'est ça. Oh putain le salaud. Et donc, l'intérêt de cette box commandée qui était pas trop chère, c'est qu'en fait, la société qui était derrière ça, c'était Cloud Media, que moi je connaissais déjà parce que c'est ceux qui font Popcorn Hour, les petits appareils multimédia que vous pouvez mettre sous la télévision, des media centers en gros, qui vous permet de regarder tout un tas de films que votre oncle des États-Unis vous envoie, ou ce genre de trucs, sur lequel d'ailleurs, dans les derniers, le A410, je crois, on peut installer Plex, il y a plein d'applis, il y a plein de trucs. Vraiment des beaux appareils, et donc je me suis dit, derrière le sérieux de cette société, je suis prêt à tenter l'aventure, au moins pour voir ce que ça donne une box multi-protocole. Moi je t'ai juste fait confiance. C'est ça. Et alors, est-ce que t'as bien fait ça? On va le découvrir. On va voir. Dis-moi oui. Le truc, c'est que cette box, la promesse était très belle. Et quand je dis très belle, c'est que on nous annonçait, compatible Z-Wave. La box qui centralisait tout. Alors, attends, et Z-Wave, l'intérêt, c'est que moi j'ai plein d'appareils Z-Wave, donc je me suis dit, c'est génial. En fait, à l'intérieur, c'est un Raspberry Pi, pour ceux qui veulent savoir. Donc, Z-Wave, c'était compatible XB, XD, enfin tout un tas de protocoles, Bluetooth 4.0, la totale et tout, enfin voilà. La blague, c'est que donc quand vous l'ouvrez, la première chose que vous avez à faire, c'est récupérer le dongle Bluetooth 4.0, bon c'est un petit dongle Bluetooth, que vous mettez sur un des ports USB, bon ok. Et l'autre blague, c'est que la box est un peu en kit, alors c'est le principe du open hardware, hein. Donc là je l'ouvre, et à l'intérieur il y a un petit, alors je sais pas si tu vas pouvoir le montrer Seb, il y a un petit, une espèce de petit dongle plugué sur la carte du Raspberry, et en fait c'est à vous de le mettre. Oh. Et c'est assez balèze parce qu'il y a un sens, bon alors il y a un détrompeur, mais c'est quand même assez chaud de le mettre parce que c'est tout au fond. Et donc quand t'as la chance d'avoir des gros doigts, tu vois, c'est hyper dur.
Et après, il faut le souder. Non, il faut le mettre dedans. En fait, c'est l'antenne Z-Wave en fait, avec le chipset et tout. D'accord. Bon. Mais pourquoi ça n'a pas été mis d'office? Tu peux remplacer par autre chose? Une version mieux? Non, mais alors, non seulement une version mieux, mais surtout un autre protocole. Si par exemple tu n'as pas de Z-Wave, tu peux l'utiliser pour autre chose. C'est open hardware. Il y a plein de connectiques d'ailleurs qui sont libres, sur lesquels on peut mettre tout un tas de choses. Qui vont certainement annoncer. Il y a quand même une certaine logique derrière le fait que tu es monté comme un Lego. Exactement. Au niveau de la connectique, alors sur le côté il y a un bouton WPS et Reset Wi-Fi. Alors WPS c'est pour associer à votre box sans taper de code. Et moi c'est ce que j'ai utilisé au début. J'ai appuyé sur le bouton WPS, j'ai associé à mon truc. Et comme il n'y a pas d'interface web, je vais en parler après. Pour moi ça a été le moyen le plus pratique et certainement d'ailleurs que dans les semaines qui viennent je vais essayer de vous faire 2-3 tutos pour vous expliquer un peu comment configurer et exploiter le truc parce que pour les novices c'est pas facile et il n'y a pas de notice livrée avec. Ton frère va s'amuser. En plus il lit pas l'anglais. Il lit pas l'anglais donc c'est génial. Mais ça tombe bien, c'est chinois. Donc, il est pas chinois. Enfin, c'est malaisien, tu vois, exactement. Il est pas malaisien. Et donc, sur le côté, vous avez aussi un port de carte SD, un port USB. De l'autre côté, sur la face arrière, vous avez 4 ports USB, un port Ethernet, un port série. USB 3 ou USB Non, USB 2. Hein. USB 2 Ouais, mais il n'y a pas besoin de USB 3, c'est pas grave. L'intérêt des ports USB, c'est que, au-delà tu vois, du dongle Wi-Fi, c'est que tu peux brancher un disque dur ou, ou du stockage. Et ça transforme la box en serveur cloud. Dropbox style, tu vois. Oui, ouais. Genre, tu stockes des fichiers et tu y as accès depuis partout, depuis l'application. Vraiment, le truc est assez complet. L'intérêt, c'est que sur ces trucs-là, tu peux stocker de la musique. Et tu vas voir pourquoi après, ça a un grand intérêt de stocker de la musique ou du moins des sons. Dans la suite de mon explication. Donc voilà la box, qui est fanless, elle fait pas de bruit, elle consomme très peu, enfin voilà, c'est top. Actuellement, elle supporte le Bluetooth. Donc, avec le petit dongle, vous pouvez y connecter des enceintes Bluetooth, mais plus que ça. Par exemple, j'ai connecté le Fitbit que j'ai à la maison, j'avais connecté ma montre, j'ai connecté tout un tas de choses. Alors, il les reconnaît pas pour le moment, mais tu peux lui dire, ça, c'est par exemple un tracker d'objets. Tu te rappelles, j'avais testé l'APA, le petit truc que tu fais sonner, tout ça. Voilà, et tu vas comprendre après pourquoi. Donc des haut-parleurs. Donc, tu peux identifier les objets connectés. D'accord. L'UPnP, donc Universal Plug and Play ou DLNA. En gros, l'intérêt, c'est que par exemple, si vous avez une Xbox One ou une Xbox 360, elle est capable de la détecter et de faire des choses avec. Mettre le film en pause que vous regardez, passer au suivant, monter le son par exemple sur certains objets UPnP. Détecter s'il est connecté ou pas connecté, donc ça je trouve ça plutôt cool. On a ensuite au-delà de l'UPnP on a le Z-Wave, donc ça je l'ai dit, mais ça prend pas tout dans le Z-Wave aujourd'hui. Les Philips Hue, donc voilà, ça c'est natif. Le Wimo, le X10, alors c'est une petite option, mais bon voilà. Les caméras IP Foscam, donc je sais que Jean-Philippe qui nous regarde est fan des caméras Foscam, donc voilà, elle les prend. Sonos, la solution multi-room de son. Et certainement d'autres que j'oublie, mais ça prend tout ça en natif. À venir, on va avoir le Li-Fix. Donc Li-Fix, en fait, c'est les ampoules connectées, un protocole, voilà. Un autre protocole, quoi. Voilà. Les Logitech Harmony, qui vont être prises en charge aussi, le fameux hub qu'ils ont créé. On va avoir un suivi conso sur les prises qui mesurent la consommation électrique. Pour le moment, ça y est pas. C'était une promesse du Kickstarter, mais ils avaient marqué à venir en 2015, parce qu'ils n'ont pas encore développé ça. Ça va prendre en charge Netatmo, ça le prend pas pour le moment. Ça va prendre aussi le Parrot Flower Power, le truc pour mesurer si tes plantes ont besoin de boire et tout ça, et bien d'autres. Dans ce que j'ai pas aimé sur cette box, c'est que la promesse n'était pas tout à fait tenue par rapport à la vidéo qu'ils nous montraient et tout ça. Par exemple, l'application est en HTML5 et pour moi, c'est pas à la hauteur de l'utilisation. Elle n'est pas ultra réactive et surtout, à chaque lancement, quasiment, il faut retaper un mot de passe de 6 caractères. Ça m'a tellement gonflé que du coup, j'ai mis 6 fois le même caractère. C'est un système de sécurisation peut-être. En fait, pour le moment, elle n'est pas très efficace si tu veux te servir de ton téléphone comme télécommande. Enfin, ça marche, hein. Ouais. Mais voilà. Parce que pour te servir de télécommande, du coup, il faut te connecter à chaque fois. Il faut que tu te connectes à l'app et que tu fasses des trucs. Ils avaient promis des widgets, ils avaient promis tout un tas de trucs sur iOS et sur Android. Pour le moment, c'est pas là. Ça va arriver, hein. Ils ont annoncé que ça arriverait, mais bon, voilà, c'est pas... Ils ont fait une solution générique pour que ça marche pour tout le monde. C'est ça. Et après, ils vont prendre le temps de développer les... Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le Bluetooth n'était pas intégré. Donc déjà, ça nique direct un port USB. Bon, voilà. Et que la carte Z-Wave soit pas déjà installée, ça c'était un peu relou. Mais comme le Z-Wave n'est pas sur les mêmes fréquences en France et aux États-Unis, enfin en Europe et aux États-Unis, du coup, pour emballer vite et envoyer, ils ont fait bon, pour la France, vous mettez la carte dans l'emballage, et l'autre, ils n'ont pas voulu assembler les trucs au risque de se tromper, ce que je peux comprendre.
Bon, dans les plus de cette solution, c'est qu'elle est pas chère. Très franchement, en gros, enfin maintenant, si vous voulez l'acheter, c'est $149. C'est un peu augmenté. Sur Kickstarter, c'est moins cher, ils ont doublé le prix. Hein. Mais pour $149, ça reste quand même plutôt correct pour une box domotique. Avec la possibilité de bidouille c'est qui est les assez énorme. possibilités derrière qui sont intéressantes. La configuration des scénarios est top parce qu'elle fonctionne sur le même principe que If This Then That, IFTTT si vous connaissez. Le principe, c'est en gros, si il se passe quelque chose, alors voilà ce qui se passe. Voilà ce que tu fais. Et là où c'est fort, c'est qu'il peut y avoir plusieurs si, contrairement à IFTTT. Par exemple, si le soleil se couche et si la lumière est allumée, alors plusieurs conditions, tu fais rien par exemple. Ou par exemple, si le soleil se couche et la lumière est éteinte, alors tu l'allumes. Ça prend en compte le ou aussi ou pas? Non, pas pour le moment. Ça va venir, mais pour le moment ça le prend pas. Mais j'ai trouvé ça déjà pas mal fait. Et là où c'est fort, c'est que dans les si, il y a tout un tas de trucs que tu n'as pas sur les box domotiques habituelles. Par exemple, si la Xbox est allumée, alors tu vas allumer la prise qui sert par exemple à économiser l'énergie de ta télé, et du coup ça va allumer ta télé. Si par exemple, je sais pas moi, il détecte que le Fitbit est arrivé à la maison, alors tu vas allumer la lumière de l'entrée parce que je viens de rentrer chez moi, il fait sombre, tu vois. Voilà. Et par exemple, si tu détectes le Fitbit ou ma montre et que, je sais pas moi, le soleil s'est couché, alors tu vas allumer la lumière. Et il peut chaque objet a son propre identifiant, chacun des Fitbit a son propre truc. Ouais. Du coup, il peut savoir que toi t'es rentré, que Sophie est rentrée. Tu les nommes d'ailleurs. Quand tu détectes, tu le nommes comme tu veux. Donc du coup, tu peux l'appeler Cédric, Sophie. Donc là, tu peux faire quand tu ouvres la porte, bonjour Cédric. Exactement. Et là où c'est fort, c'est que dans les alors, parce que si et alors, dans les alors, les possibilités sont infinies et les haut-parleurs Bluetooth sont là pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez trouver en gros pour 25 € sur Amazon un petit haut-parleur Philips pas cher, tu vois, qui va vous permettre justement de faire ça. C'est-à-dire que quand tu rentres, le petit haut-parleur va te dire bonjour Cédric, ou quand la lumière du salon va s'allumer, elle va te dire bonsoir, j'ai allumé la lumière du salon parce que le soleil s'est couché. Et c'est toi qui tapes le texte, c'est toi qui choisis la langue dans laquelle tu veux qu'elle le dise. Il peut y avoir une interaction? Il peut te poser une question, une réponse, et ça lance un autre script? Non, pas pour le moment. Mais tu sens bien que ça fait partie des possibilités à venir parce que quand tu as un haut-parleur Bluetooth, il est capable de détecter les services avec lesquels sont compatibles le haut-parleur Bluetooth. Par exemple, tu peux le piloter. Donc moi, ce que je fais, c'est avant qu'elle parle, je lui dis tu mets le volume à 8%. Comme ça gueule pas dans la maison. Et par exemple, quand il y a une inondation dans la cuisine, j'ai un capteur d'humidité. S'il y a la vaisselle qui perd de l'eau, ou tu vois, enfin, ou si ta femme perd les eaux devant le lavabo, tu vois, et ben, ce qui va se passer. Vécu, non, alors déjà j'ai toutes les lampes. Non, j'ai toutes les lampes qui passent en bleu. Tu vois, déjà ça fait un peu bizarre quand chez toi tout devient bleu. Et le son monte et il te dit attention, inondation détectée dans la cuisine. Parce que c'est le capteur de la cuisine qui a reçu l'eau, tu vois. Voilà. D'accord. Et j'ai un détecteur de fumée, et c'est pareil, si jamais il détecte de la fumée, tout peut devenir rouge, et mettre le son à fond, et parler, en fait. Et là où c'est fort, c'est que si vous avez un son en MP3 stocké sur la carte SD ou sur le disque dur, il peut aussi le jouer. Choisis le son, d'accord. Voilà. Donc si vous voulez vous faire une alarme personnalisée, raconter des conneries, ou par exemple, si, je sais pas, il détecte que tu arrives chez toi, il te joue une musique particulière. Tu vois, les Gardiens de la Galaxie, ou tu vois, ou alors il te joue, voilà, exactement, Marche impériale Dark Vador. Papa est là. Mais franchement, c'est pas mal. Et là où c'est fort, c'est que il y a dans les scénarios des trucs vraiment top, genre si le volume dépasse un certain seuil, alors il peut déclencher une action de ton choix. Et donc par exemple, si tu veux que l'éclairage soit proportionnel au son de ta chaîne Hi-Fi, au son de ton lecteur UPnP, tu peux. Un autre exemple, qui va peut-être parler, vous êtes en train de regarder une vidéo pareil sur votre Xbox, vous mettez en pause, la lumière s'allume, vous reprenez, la lumière s'éteint. Ou il détecte que t'es plus devant ta Xbox, il peut le faire ça aussi? Il détecte que t'es plus devant ta Xbox. Par exemple, s'il capte plus. Non, là pas pour le moment. Il rallume la lumière. Il pourrait, mais pas pour le moment. Et donc, en fait, ça, l'intérêt, c'est que vraiment, il y a pas. Enfin, quand t'as une Xbox et par exemple, t'as une ampoule connectée Li-Fix que tu peux acheter à l'unité ou même un truc Philips Hue, rien qu'avec ça, tu peux déjà t'amuser. Tu vois? Oui, carrément, ouais.
Et donc l'idée c'est que quand Netatmo sera connecté avec, par exemple quand tu vas dépasser un certain seuil sonore, ou un certain seuil de CO2, ou une certaine température, il est temps d'aérer. Elle peut t'annoncer des choses. Et je trouve ça assez sympa d'avoir dans une box, entre guillemets, aussi peu chère, ces possibilités-là. Bon, maintenant, ce que j'attends vraiment de cette solution, c'est qu'ils sortent enfin un logiciel sur iPhone et sur Android qui digne de ce nom. Parce que là, c'est vraiment aujourd'hui le plus gros problème. C'est le manque, en fait. quoi. Ouais. Exactement. Bon, après, j'ai trouvé génial le fait qu'ils puissent piloter les appareils UPnP parce que, les possibilités sont infinies. Et il n'y a absolument rien à dire sur ça, quoi. Vraiment, le truc est hyper bien pensé et j'entrevois en tout cas un avenir plutôt sympathique avec un avenir radieux. Ouais, pour te dire, moi ça va remplacer ma box actuelle parce que je peux faire des petits trucs en plus que je pouvais pas faire avec l'ancienne. Et puis en plus, je trouve qu'elle a un look sympa. Elle a des offres de compatibilité vachement plus importantes. Donc, Et alors je l'ai pas dit, il y a quand même un App Store, donc tu peux installer des trucs en plus dessus. Pour le moment c'est vide évidemment, mais on a la possibilité donc de rajouter des applications quand par exemple j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient créer des mini-jeux qui vont jouer justement avec les ambiances sonores chez toi, avec tout un tas de trucs et tout. Donc je trouve ça plutôt sympathique les projets en cours. Et les mises à jour vont se faire automatiquement quand tu vas avoir en fait il va te dire il y a une mise à jour, tu appuies sur un bouton et boum, tu fais ta mise à jour et c'est fait. Et pour les apps ça se met à jour exactement comme sur le téléphone. Tu vas dans la liste des apps, tu fais mettre à jour, tu as la liste des trucs à mettre à jour, ça se fait tout seul. Franchement, le truc est super bien pensé. La box est plutôt jolie, tu vois, pour une fois que tu as une box domotique, bon, c'est un cube, hein, mais. C'est un cube, mais c'est assez épuré, la face est brillante, voilà, bon. Vraiment, tip top. Alors, pour la connexion internet, WPS, c'est le plus simple. Sinon, la procédure est quand même expliquée dans un petit livret. Mais je vous laisse vous débrouiller avec pour le moment. Je ferai des tutos plus tard. C'est pour le moment pas encore en vente. Ça va l'être dans les semaines qui viennent. Normalement, ils sont d'abord en train de servir les gens qui ont commandé qui ont kickstarté le projet. Et maintenant, ça va sortir pour tout le monde. Elle existait en blanc, noir et orange. Blanc, noir, orange aussi. Et transparente aussi, je crois. Il y a une version cristal transparente. Il me semble, oui. C'était la plus chère. Mais je crois qu'à la vente, in fine, il va rester que les blanches et les noires. Bref, l'orange, c'était une. Comme dit Charlie, inutile, donc indispensable. C'est vraiment ça. Je teste tout et n'importe quoi, exactement. Bon, voilà, encore une fois, je suis assez convaincu par ce produit-là. J'en attends une autre, la Ninja Sphere. Et ils ont annoncé aujourd'hui que les expéditions démarraient fin janvier, février. Donc je pense que je l'aurai en février. Et je testerai, celle-là, elle fait de la géolocalisation indoor. Donc il peut savoir exactement où tu es, dans quelle pièce. D'accord. Et là, les scénarios vont devenir encore plus complets. Donc si tu vas dans la salle de bain, mets la musique plus fort pour que je puisse entendre. C'est ça. Exactement. Tu as tout compris. Ou si j'écoute de la musique dans le salon et que je vais dans la chambre, tu transfères la musique du salon à la chambre, tu vois. Il peut allumer ta lumière sur le passage et ainsi de suite. Bref, c'est infini, mais je vous en reparlerai dans un autre numéro. La marche impériale et la lumière rouge qui s'allume à chaque fois. Mais elle est beaucoup plus chère, la Ninja Sphere. Là, il faut compter 100 € de plus, donc voilà. Mais bref, voilà. Pour domotiser un petit appart, ça c'est top. Il faut que j'arrête de dire bref parce que j'arrête pas de le dire. Bref. Et sur ce, je vous propose donc qu'on passe à la suite. Dans la rubrique série, on va vous parler d'une série de Netflix qui s'appelle Marco Polo. Marco Polo. Quoi ? Donc non, c'est ça. J'attendais une blague. Ah non, direct. Non. Le mec qui a inventé les pâtes. Ah si, c'est grâce à lui qu'il y a des pâtes qui sont arrivées en Italie. C'est lui le gluten enculé. C'est lui, monsieur gluten. C'est lui qui fait les pâtes au gluten. Qui a adapté en gluten. Alors Marco Polo, ça parle de quoi donc ? Alors, c'est une série qui est diffusée sur Netflix, qui retrace la vie de Marco Polo, qui se retrouve à la cour de Kubilai Khan. Donc le Khan, c'est le grand chef des Mongols. Ça commence de manière assez trash. Ouais. Où ça commence sur un petit travelling sur un village totalement ravagé avec des gens empalés de partout. Et Marco Polo, qui voyage avec son père et son oncle, se font capturer par les Mongols. Dans ce village. Et il se retrouve à la cour et le père de Marco se dit tiens, moi j'ai envie de continuer à faire du commerce, alors pour être sympa, je te laisse mon fils.
Voilà. Il a pas trop le choix. Marco, il est un peu blasé. Et on va suivre le quotidien de Marco à la cour du Khan. Il va apprendre leurs traditions, il va apprendre les arts martiaux, il va découvrir le monde asiatique, et le tout pimenté par des scènes de sexe et un peu d'intrigue politique. Pimenté par des scènes de sexe. D'accord. Moi, ce que j'ai aimé, parce que je pense que je vais être le seul à défendre cette série, ce que j'ai aimé de cette série, c'est que pour moi, c'est une facette de l'histoire qui est assez inconnue et que je trouve hyper intéressante. Je suis vraiment quelqu'un qui est très passionné par toute l'histoire asiatique. Et ça, c'est un truc qu'on nous enseigne pas à l'école. Le seul truc qu'on nous apprend de Marco Polo, c'est que c'est un aventurier et qui ramène des pâtes. Moi, c'est le seul truc que j'ai appris à l'école. Donc, je pensais que c'était totalement du foutage de gueule le fait qu'il soit à la cour du Kubilai et tout. Ah non. Non, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il a été émissaire pendant des années là-bas. Donc voilà, on va découvrir un peu tout ça. Cette série, donc c'est fait par John Fusco, qui a fait plein d'autres films, super bien. Ouais, si, il a fait Spirit, l'esprit des Empereur Mégalo. Ah oui, non, Fusco. Il a fait Hidalgo, Tigre et Dragon 2, Le Royaume Interdit avec Jet Li et Jack Chan. Donc voilà, c'est pas des films qui tuent sa race, voilà. Mais il y a une petite dominante art martial et qu'on retrouve dans la série. Et chevaux. Donc on retrouve les chevaux et on retrouve les arts martiaux dans cette série. Comme dans les petits. Et les chorégraphies de combat, je les trouve vraiment superbes. On sent que le mec, il a un passif derrière, il maîtrise vraiment ce genre de mise en scène. Il maîtrise le kung-fu, enfin peut-être pas lui, mais en tout cas, ou les conseillers techniques, ouais. On retrouve à l'intérieur de cette série plein de second rôles qu'on voit dans énormément de films. On est incapable de placer des noms dessus, et on découvre aussi leur potentiel dedans. Donc on a Tom Woo qui joue Genghis Carnage dans Kick-Ass 2, voilà, un très très grand rôle, vous voyez. Et il joue Santhieu, donc le maître de kung-fu qui est aveugle. Et il est trop classe, il se bat, mais c'est juste un truc de fou. Ce mec, c'est un athlète. Enfin, tous ces acteurs-là, donc Chin Han qui joue Siage Idao, donc l'empereur, le conseiller de l'empereur de Chine, qui apparaît dans Euro et The Dark Knight, qui fait juste un petit chinois qui se fait tuer à chaque fois. Bah là, il se bat. Pour une fois. Il est crédité en tant que petit chinois qui se fait tuer. C'est le petit chinois qui se fait buter à chaque fois, qui est très propre sur lui. Même il est dans The Winter Soldier. Il fait un membre du conseil à la fin, là, tu vois, les mecs qu'on voit très peu qui servent à rien. Bah voilà, là il a un rôle hyper important. Il se bat, pareil, c'est un monstre. Il maîtrise le kung-fu de la menthe religieuse. Et c'est hyper balèze. Ouais. Il y a une nana aussi que j'ai découvert qui est Olivia Chang. C'est la première fois que je voyais une scène d'arts martiaux avec une nana à poil, et c'était terrible. Donc c'est la scène, c'est la concubine de l'empereur. Ah oui, ok, d'accord, oui. Donc, qui se fait envoyer à la cour espionner, et donc elle se dessape, elle se fight, personnage est top. et c'est juste, c'est super beau. Donc elle se fout à poil pour une raison quand même. Une fille à poil, voilà. Timo est content, c'est bon. On voit de la tête du nichon, quoi. Voilà. Il est content. Et puis après il y a le père de Marco Polo qu'on a vu dans plein de films aussi, mais genre pareil, des rôles super importants. Ouais. C'est Pierfrancesco Favino. Je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est à peu près ça, je pense. Mais il joue dans Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian, et c'est le général Bidule. C'est la doublure de Carlos, mais en plus maigre. Il a la même barbe et tout, tu vois. Mais il a une gueule assez sympathique. Comme Carlos. Dès que tu le vois, voilà, moins alcoolique, quoi. C'est ça la différence. Donc voilà, c'est plein de petits second rôles qui, ici, se dévoilent vraiment. À travers de scènes très très bien réalisées, c'est super sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'écriture des persos. Donc je trouve que le Kubilai, il pète de charisme alors que c'est un gros dégueu. Enfin un gros dégueu. Non, il est. C'est Jabba the Hutt. Il est gros. Ouais, il fait un peu de Jabba sur son trône comme ça. Faire la première scène, on dirait vraiment. Ça, je crois que je vais faire ça moi aussi. Je veux le même trône, s'il vous plaît. Bah ouais. Et en plus, il a 700 femmes et tout. Et je veux 700 femmes aussi, s'il vous plaît. Comment il grogne comme un porc. Il a un profil très particulier. Bon, j'ai le droit de critiquer, j'ai une gueule de con, mais il a un profil très particulier, c'est que quand tu le regardes de profil, ici la raie du nez elle est hyper à l'intérieur, donc en fait tu vois juste les yeux.
Je sais pas si t'as fait gaffe. Ouais, si, ouais. Et du coup, ça lui donne un aspect un peu monstrueux et qui est c'est fascinant en fait. Il fait vraiment mongol, hein. Il a la tête. Non, pas mongolien, il fait mongol. Attention, ne dérapons pas. Attention. On a dit maintenant, on est une émission il y a une sérieuse. différence. On arrête avec les minorités, on arrête d'insulter les gens. Et les gens handicapés, on a dit on arrête aussi. Donc lui n'est pas handicapé, c'est un mongol, c'est tout. Et donc il joue le grand chef et il est hyper classe. Moi je trouve qu'il y a une écriture derrière ce perso qui fait que c'est le meilleur perso. Tu te prends, voilà, t'es pris d'empathie pour ce mec-là qui est un espèce de dirigeant de malade et qui doit faire plein de choix tous les jours et qui est vraiment... Enfin, il est à l'écoute d'un peu tout, de tout ce conseiller. Il a énormément de conseillers et pas que des Mongols, vraiment en fait, de divers horizons. Il a vraiment deux rôles et on le voit à partir de l'épisode 5-6 où en gros il a le rôle de Khan où il doit se faire respecter. Et c'est un méga chef de guerre quoi. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, c'est un vrai guerrier. Il doit être intransigeant, mais pas sans cœur. Voilà. Et il a son côté plus personnel et familial où il essaie d'élever son fils, il a des bâtards, voilà. Et où en fait il y a ce côté-là où il est un peu plus humain et tu sens qu'il y a vraiment quelqu'un derrière l'armure. Bah, le truc c'est quand même que sa relation de père c'est surtout avec Marco Polo que tu la vois, c'est même pas son père, c'est une espèce de figure paternelle pour Marco Polo. Au début, ça a un peu l'impression que c'est un petit jouet pour lui, Marco Polo. Il le trouve assez intéressant. Il est différent, il est un peu exotique. Quoi, voilà, c'est ça. Au début, c'est un petit jouet, mais il se prend d'affection pour lui. Et l'inverse va être de même. Marco est largué là-dedans par son père qui le jette comme ça. Et il va vraiment comprendre le Khan, il va comprendre ce personnage. Et tout cet esprit de... Enfin, c'est pas de soumission, en fait, mais voilà, c'est son invité, mais en même temps, c'est son maître, le Khan. Donc c'est compliqué. C'est pas de l'esclavage, mais il est un peu quand même retenu prisonnier. Il est retenu prisonnier à la fin, enfin, pas à la fin, dès le début, il va se sentir comme un observateur qui va comprendre ses traditions, comprendre ce pays, et il va le prendre pour affection. C'est qu'on voit justement le Khan aussi partagé entre deux choses. Les Mongols qui veulent qu'il soit dans la tradition mongole et la culture mongole tout le temps. Oui, parce que c'est le petit-fils de Gengis Khan qui a tout démonté, donc il se doit d'être au moins aussi puissant que lui. Il y a vraiment cet aspect partagé entre ça et l'ouverture à toutes les cultures. Et donc certains lui reprochent de s'occidentaliser en gros parce que il accueille dans la cour et tout ça des gens qui sont pas des Mongols et surtout il leur fait confiance et il les écoute. Oui, c'est ça vraiment il va vraiment écouter un peu partout. Et c'est voilà, ça fait pas un mec renfermé sur lui et il y en a qui prennent parti pour lui, il y en a que son frère qui est totalement contre. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, mais moi ce qui me plaît vraiment, c'est ce côté, le côté que Marco a pour le Khan au fur et à mesure. C'est vraiment la dévotion. Ouais, mais ça redevient un peu son père remplaçant. C'est ça, c'est vraiment que c'est la figure paternelle pour lui, et même s'il le craint. Mais il y a quand même de la crainte. Ouais, il le craint parce que il est impressionnant. Il est assez impitoyable sur certains aspects quand même. Ouais, il est intransigeant par moment. Bon alors. Ensuite, on va avancer un petit peu. L'autre point que j'ai noté. C'est bientôt. Il y a eu, ça peut être un peu négatif. Il y a eu la plus belle scène de cul que j'ai jamais vue de ma vie et inutile de tous les temps. Ah, ça inutile, oui, mais belle. Elle est hyper belle. Tournée en kaléidoscope comme ça, elle est juste énormissime. Non, elle est super belle. Elle est super belle. Pour une fois, je vais être d'accord avec Sophie. Mais c'est pas vrai. Tout ça parce qu'on voit pas très bien les tubs, c'est tout. Mais non, elle est super bien réalisée, elle est hyper belle. Mais non, tu rigoles, ils ont pris. Ça ne sert à rien, ça dure longtemps. Ça sert à rien. Par contre, ça sert à rien. Il a fumé de la drogue, il imagine ça. Non. Il est en train de. Ça aurait pu être 1000 fois autre chose. Dans un harem. Il aurait pu aussi fermer les yeux et les réouvrir et fini. Mais la scène dure hyper longtemps. Ils ont rempli quoi. Parce ils avaient rien à dire. Ils ont rempli. Ils avaient rien à dire. Ils ont mis cette scène vilaine comme tout. Elle est pas vilaine. Elle est super belle. Non. Mais sur un épisode de 53 minutes, qu'est-ce que c'est de 10 épisodes. Le plus nul dans les 10 épisodes, c'est ça. Non, enfin c'est le plus inutile, mais c'est pas le plus nul. Moi, je l'ai trouvé moche super et belle. inutile. Donc non, je suis pas d'accord. Autre point positif, c'est les paysages. Moi, c'est un point positif. Oui. Les paysages. Donc bon, c'est un peu vide. Oui, mais c'est pas grave. C'est beau par la désertion.
C'est bien fait. C'est chouette. hyper impressionnant. Et donc voilà, enfin, c'est pas du fond vert comme beaucoup de séries. Donc, Il y en a, par contre, dès qu'il y en a, tu le sais. Ah oui. Voilà. Ça, c'est un des points négatifs. Ça, tu le vois tout Donc de suite. la grosse muraille, Ça voilà, c'est un peu tu colorié, sais comme que on disait. c'est un peu négatif. Il y a un moment, il se trimballe avec des catapultes qui ne sont pas faites vraiment, donc Voilà. tu sens les trucs incrustés en 3D un peu mal faits. Après, il y a des clichés dans les persos quand même. Donc le maître du kung-fu aveugle, enfin Ouais. voilà, ça a été genre je suis aveugle mais je défonce tout ce qui Tout le passe à monde, côté de moi. voilà. Mais il est trop classe. Ouais, il Mais a la classe, voilà, ouais. c'est cliché mais c'est trop Ouais. classe. Il y a L'arabe qui fait les comptes. Ah oui. Tu vois, bon. Puis Pizza l'autre, d'épicerie, tu il y a- vois, enfin, bon, il y a c'est l'autre bon. arabe aussi, Youssouf, Oui. le perse, qui est hyper classe. C'est un perso que Qu'est-ce qu'il fait, je lui trouve Je sais génial. pas ce qu'il fait. C'est juste le conseiller de gare. Ah oui, ça. Le stratège. Et il y a la petite princesse Pucelle qui est trop belle qu'on a envie de ken. Voilà, Pucelle, on sait il pas arrive, trop. Marco il fait oh toi là-bas, toi petit en bleu, j'ai envie de te niquer. Voilà, ça va être son seul objectif. C'est très bizarre. Non, il se parle. Ça vaut le coup. De quoi tu nous as mis Twitter? Le grand chef des Mongols, il s'appelle pas Cédric. Je comprends plus rien, moi. Ouais, c'est ça, Jeff. Et après, dernier point négatif, ça essaye un peu trop de se la jouer Game of Thrones dans les intrigues politiques. Ouais. Ça fonctionne, Ah, si, moi, mais ça pourrait marche être bien mieux. Mais c'est jusqu'à la, enfin, il y a un fil rouge à l'intérieur qui va être découvert à la fin. Vraiment, la dernière scène, c'est ça. Et Il y a une c'est saison bien deux. amené, c'est haletant, mais c'est pas aussi prenant que Game of Thrones. C'est moins complexe, je pense. C'est Il y a moins, de personnages, c'est il y a moins complexe. moins d'envergure. Mais Il y a beaucoup de personnages quand même pour un Ouais, si mais moins. petit. Il y a beaucoup de Enfin, personnages pour le petit et royaume, tu vois. ils sont tous très vite, tu saisis leur personnalité en même temps avec les petites facettes. Enfin, c'est pas que le stratège de guerre, c'est pas que Non, le, tu vois, ils sont stéréotypés, ils sont- les personnages, voilà. mais il y a un petit truc. Il y a de la derrière. personnalité derrière à chaque fois et c'est très bien, c'est très bien écrit. Mais il y a un truc bizarre quand même, ça fait 10 minutes que tu nous parles de la série, tu nous as même pas parlé de Marco Polo. Si. Bah non. Si, là, on l'a filé au Cannes, et facile. Ouais, Il a mais un non. fil Il au se Cannes. gagne une T'es en meuf train, et t'es en il train apprend de le te kung-fu. dire le maître Kung Fu il est top, machin. Ouais. Et non, mais Marco Polo quoi. Bah, il y a Marco rien, il est Polo, nul, voilà. il est. Il a zéro charisme. Mais si, Alors, il a zéro charisme. ça et- ça enfin, il va, sert à ça rien va en par rapport. changeant. C'est lui qui est. C'est le nom de la série. Ouais, mais bien c'est plus un problème, observateur, tu vois. C'est comme si toi, tu te projettes à sa place et Ouais. tu À suis partir ce qu'il de fait. l'épisode C'est pas 6, lui quand même, l'important. C'est Ouais, un bah, 5-6, là, ouais. ça commence à Ça devenir. change, À mais c'est partir de Bah ouais, c'est vrai que c'est six pas épisodes, quoi. vraiment La moitié de la lui, saison, quoi. c'est pas lui qui est important dans les Bah ouais, décisions, c'est c'est pas juste lui qui est oui. important dans les trucs, c'est lui qui est important dans la manière de retranscrire l'histoire à tout le monde en fait. Et c'est ça qu'on suit. J'en ai un bon sur le chat qui nous dit en fait les scènes de cul c'est la domotique du cinéma, c'est ça, c'est inutile donc indispensable. Exactement. C'est exactement ça, t'as tout compris. Donc oui, bah Marco, il est, enfin voilà, c'est, on peut le Ouais. critiquer. Ah oui, oui. Des fois, il a un peu la gueule de Tyrion Lannister, mais tu vois, il a un peu le même physique, il a un peu la même tronche. Le même Le physique en plus Tyrion. grand quoi. Ouais, C'est- ouais, c'est- si, si. Tu as c'est-à-dire vu la même série que moi c'est un nain Alors, étiré. c'est pas parce que c'est un C'est nain censé qu'il peut être- pas ressembler à quelqu'un d'autre. C'est les traits du visage et tout. Il y a certaines mimiques où on le retrouve un peu. Enfin, moi j'ai un juste peu l'impression qu'ils ont pris un beau gosse pour faire Marco dessus. Polo. Oh, il est pas parce beau qu'il gosse, fait- hein. Je trouve qu'il a une tête de poisson un peu. Si, Attends, en il a fait, des gros yeux. Non, comme non, ça doit être le Cannes qui est beau et Marco Polo qui est moche. C'est ça, ouais, en fait c'est ça, on n'a pas tout Non, là, ils ont pris un beau gosse, voilà, ils se sont dit on va lui enlever la chemise une Ils ont fois et puis pris voilà. un c'est mec qui sait faire du kung-fu. Oui, parce que Marco Polo se bat, ok? Ok, Marco Polo, il fait pas que des pattes. Non, Et c'est aussi faire du kung-fu. c'est le maître kung-fu des pattes. C'est Non, ça. mais il est pas intéressant, c'est quand même dramatique. C'est le propos de la série, c'est Marco Polo. Bah, en plus, ils ont essayé Il est pas intéressant. d'injecter une histoire d'amour autour de lui pour le rendre intéressant, mais c'est nul. C'est nul, ouais, c'est Enfin, ridicule, c'est fleurs bleues. C'est ouais, c'est en pas plus, lui, c'est pas lui qui vaut le coup. Lui, Non, C'est- pour moi, c'est le Cannes qui Cannes. vaut le coup. Ouais, mais moi en fait lui je le vois plus comme c'est effectivement c'est ce que tu dis un petit mot, c'est-à-dire qu'on s'identifie un peu à lui dans le sens où on est occidentaux comme lui et on le sent en danger tout le temps parce qu'en fait tout le monde veut le jalouse ou veut le tuer. Enfin, ou, tu vois, elle le regarde d'un œil un peu tordu et c'est exactement ce que toi tu pourrais ressentir si t'étais jeté là-dedans, tu vois. Ah oui, Oui, bah bien sûr. clairement. Et ouais. en fait, son personnage, en tout cas dans la première partie de saison, il sert vraiment qu'à ça. Uniquement Oui, à une nous saison. faire ressentir le fait que, Que c'est un tu peux étranger, crever et d'un ouais. moment à l'autre, juste parce qu'un mec a dit que t'avais fait tel truc, et que si t'arrives pas à te défendre, bah t'es mort quoi. Donc, C'est ça.
Ouais, il est un peu dans un milieu hostile quand même. Hein. Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que Netflix, je crois que c'est Netflix qui a un peu annoncé en disant c'est notre Game of Thrones et tout ça. Non, faut pas rêver quand même. C'est pas Game of Thrones. Non. Que ce soit clair. Mais c'est très bien quand même. Moi, j'ai adoré. Enfin, pour le moment, en tout cas, j'ai pas vu jusqu'à la fin. Il me manque les derniers épisodes. Mais j'adore ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ah non, moi je trouve j'adore que ça s'améliore. Je trouve que j'ai pas envie mal. de voir la suite. Je trouve que c'est pas mal, mais tu peux pas dire j'adore. Ah si, moi j'adore. Audrey, elle a regardé en même temps que moi. Et bien sûr, c'est pas elle l'aime bien, mais elle n'arrive pas à accrocher. Pour elle, il manque quelque chose. Tout est bien, les persos sont bien, l'histoire est bien, les intrigues sont bien, mais il manque quelque chose qui fait que ça l'histoire accroche. est pas si touffue non plus, c'est... Nous on a regardé parce que Jeff il a dit c'est trop cool, faut regarder. Donc on a regardé ça. Moi quand j'étais en train de décuver le 1er janvier, j'ai regardé 6 épisodes d'un coup. Mais en fait ouais. il était bourré. Donc il faut être dans un état Attention, second, il était bourré quand il a regardé la série, méfiez-vous. Mais ça explique des choses. Ça explique des choses sans doute. Mais non. j'étais vraiment impressionné par je trouve que les scènes de cul sont pas toujours justifiées. Même assez mais il y en a peu. pas beaucoup au final. Ouais, arrête, tu vois que ça. Au début, quand ça commence, c'est direct. Les 2-3 premiers épisodes, il faut la scène de cul de l'épisode, tu vois. Oui. C'est un peu genre. C'est comme il faut la scène de kung fu. C'est vraiment calibré le truc. Il se dit bon, alors on a vu les fesses, maintenant on va faire du kung fu. Maintenant on va faire un peu de sang. Allez, hop, le harem, les fesses. Ça un petit coup de kung fu. Ouais, franchement, c'est. Et des fois, du kung fu des fesses en même temps. Ah, ça, ça c'était le genre truc. Mix ultime, quoi, tu vois. Non, ils arrivent à faire des trucs intéressants. Style, à la fin de chaque épisode, parfois, moi perso, en tout cas, je suis un peu en train de m'endormir parce qu'il y a vachement de longueur. Et à la fin, ils font un truc, et ça te réveille et tu dis, ouais, il y a un cliffhanger, t'as envie d'enchaîner sur le suivant. Mais de là à dire que, bon, c'est pas non plus. Moi, c'est pas la série de l'année, mais j'aime vraiment. Moi, j'adore. J'ai envie de voir la suite, j'ai envie qu'il y ait une saison 2. Il faut voir la suite, moi, je me tarde la saison 2, clairement. Mais en fait, elle est sortie pile au bon moment, le moment où il y a les séries, tu vois. Il y avait rien, quoi. Il y avait rien, décembre, t'as rien, c'est pas mal. Pour patienter avant la reprise de Black Sails, par exemple, voilà. Moi, je trouve que ça Black Sails avant Game of Thrones. Moi, je trouve que ça vaut l'abonnement Netflix, tu vois. Franchement. Moi, j'ai pas d'abonnement Netflix, j'ai pris juste pour tester. Et j'ai regardé Marco parce que Jeff a fait c'est trop cool. Donc, j'ai regardé, je trouve ça plutôt cool. Et j'ai noté plein de trucs sur Netflix aussi. Donc, j'hésite à me prendre. Donc du coup Jeff, tu nous diras, Jeff, si tu as aimé la scène... Jeff, si je me fais défoncer, c'est ta faute. La scène kaléidoscope. Rouge. Non, elle est super belle cette scène. Hyper kitsch et tout, tu nous diras ce que t'en as pensé. Lançons un débat. En tout cas, bref, Marco Polo... quand même, on aime. Ça regarder, moi, si t'as pas autre chose, tu peux regarder, quoi. Oui, oui, bien sûr. Si t'as une série... que tu préfères plus que tout, quand t'as fini l'épisode, le lendemain tu regardes celle-là et ça te fera kiffer quand même, voilà. Non, moi j'aime bien. Je pense que Seb, toi t'aimes vraiment Marco Polo. Ce que tu vas dire. Parce qu'il y a toi t'aimes tout ce qui est asiatique, tout ça. Je dis pas qu'il y a que des vérités historiques, mais il y a, c'est même loin de là sans doute, mais je sais pas trop. Je me suis renseigné un peu là-dessus. Il doit y avoir quelques libertés, des personnages qui n'existaient pas et des machins. Sans Dieu, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il existait. C'est historique ça. Mais c'est de lui que viennent tous les maîtres du kung fu. C'est ça. C'est lui le premier. Mais je trouve que c'est bien fait. Les méchants sont vraiment méchants et cruels. Enfin. Il y a, si tu veux, ils hésitent pas. T'as un bon gros fils de pute. Ouais, voilà, mais en fait, ils hésitent pas. Ah ouais, genre fils de pute de compète, tu vois. Genre sur une échelle de la fils de puterie, je pense qu'il est quand même. Il est pas mal. Il est bien putri. Il est dans les Geoffrey. Il est plutôt dans les Geoffrey, Baratheon, tu vois. Mais non, parce que plus sournois. Ouais, il est un peu plus sournois. Plus intelligent. Je pense qu'il serait même au-dessus. En fait, il serait même au-dessus. Plus dangereux. Geoffrey, c'est pas de la fisse de puterie, c'est plutôt de l'envie de lui péter les dents, quoi. Tu vois, là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment un gros PD. Voilà, et tu sais que tu pourras pas lui péter les dents. Donc, parce qu'il est plus balèze que toi. Ouais, alors en plus, il est fort. Mais bon, bref. En tout cas, moi, je recommande. Moi, je recommande. Regardez Marco Polo, c'est une plutôt bonne série. Et on n'est pas sponsor par Netflix, même si on a fait gagner 6 mois de Netflix, ça n'a rien à voir. Prenez l'abonnement gratuit de Netflix pour tester ce que c'est Netflix. Le premier mois, vous regardez Marco Polo et vous arrêtez après. Et après, vous arrêtez si vous avez rien à foutre. Mais franchement, ça vaut le coup de jeter un non, parce que pas, il y a Daredevil, on a dit donc. Ouais, Daredevil en avril. Mais attendez, avril, comme ça vous aurez Marco Polo et Daredevil. Tu vois la technique? Exactement. Ouais, bien. Trop puissant, oui, parce que ça va pas disparaître. Parce que ça disparaît pas, du coup tu peux reprendre. Elle est déjà doublée en français aussi. Ah ouais, elle est dans toutes les langues. Voilà. Ouais, la VO est sympa. Et d'ailleurs, les Chinois parlent très très bien anglais. Et les Mongols aussi d'ailleurs. Tous parlent tous très bien anglais, c'est incroyable ça. J'ai regardé que le premier en VO, après je suis passé en français, tiens. Ah non, ils parlent tous anglais, c'est bon. Ouais, mais j'étais bourré. Fallait pas trop lire. J'étais bourré. Ok. Sur ce, je vous propose qu'on passe à l'instant Doritos.
Alors l'instant Doritos, vous savez... Fin de série. Ah. Ouais, fin de série, non mais y a pas de jingle de fin. Donc l'instant Clap de Doritos, fin. tiens, je vais poser le paquet. Non. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, Mais donc je on peux le faire du pose bruit. et on ne le touche plus. Le paquet de Doritos, je sais pas si on le voit à la caméra du coup. Non, il faut que je le décale par là. Voilà le paquet de Doritos. Le Doritos, donc c'est les gens qui nous donnent Domitos. Oui mais on s'en fout, Domitos, marque déposée, tout ça. Ce soir on a le droit, liberté de la presse et tout, on peut dire Doritos si on veut. Donc on Il est nous où, le paye guacamole $100 par mois pour qu'on passe un message dans l'émission. Et c'est toujours notre sponsor Alcor qui a la gentillesse donc, de nous aider à financer cette saison de l'émission. Alcor.com, donc un site qui fait du rétro gaming, des figurines et tout ça en pagaille, en veux-tu, en voilà. Et il y a une nouveauté pour ce week-end. Si vous achetez pour 15€ sur la boutique, ce que vous voulez, ils vous offrent un cadeau surprise sur Famicom et Super Famicom. Ah, Donc si vous avez une Famicom et une Super Famicom, bon, ça vaut le coup. Si vous en avez pas, bon, ça vaut pas le coup. Mais ça se tente, tu vois. Dès 15€ d'achat, tu reçois un jeu. Après, ça peut être un truc collector. Si chez toi, tu veux le mettre dans une vitrine, tu vois, voilà. le jeu des Tortues Ninja, comme ça tu vas rager. C'est ça, tu vas rager grave ta race. Donc voilà, c'est, je vous rappelle donc l'adresse, c'est alcor.com. Donc Alcor Entreprise, notre sponsor de l'émission, qu'on embrasse bien fort sur les fesses, et voilà. Moi j'avais dit ce soir, c'est sur les fesses. Écoute, Sur les fesses, en kaléidoscope. On va mettre les faits. Mais écoute, on va enchaîner tout de suite avec la rubrique cinéma. Et dans la rubrique cinéma, Seb va nous parler d'un film d'animation Ouais. qui porte le doux nom de Astérix, le domaine des dieux. Yeah. Donc, réalisé par Alexandre Astier, Ouais. donc Qu'on connaît. qu'on connaît tous. Arrête de taper dans tes lampes, ça va Ah oui, énerver les gens. on va leur tuer les oreilles. Et Louis Clichy, qui est quelqu'un qui a bossé sur Wall-E et là-haut. D'accord. Donc qui lui s'est plus occupé de la partie réalisation et Astier s'est plus occupé de la partie scénario, dialogue, Écriture, voilà. écriture, voilà. Donc un petit combo qui se donne. Alors pour la première fois Astérix en 3D parce que Ah oui, donc oui, on c'est avait vrai. eu les films, la série de films, ça on en pense qu'on en veut. Et avant c'était que des dessins animés qui avaient évolué avec leur époque, qui étaient de mieux en mieux. Le dernier étant les Normands, les Vikings. La BD c'est les Normands, mais c'était les Vikings en dessin animé. Et donc là, ils ont fait pour la première fois une animation Passage à la 3D. 3D, quoi. Mais alors moi, ça me faisait très peur. Parce que, en principe, voilà, ça donne pas toujours bien. Et là, en fait, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'un dessin animé quand même. Ah non, mais ça c'est super bien fait. Voilà, Y a ça rien à c'est... dire. moi, j'ai quand même reconnu Astérix, Obélix. Enfin, j'étais vraiment dans le truc. C'était pas un souci du tout. Alors, Et puis pour... ils ont vraiment la gueule de la BD quoi. Là c'est flagrant. Oui, ils ont vraiment la gueule de la BD et il y a même certaines voix qui collent vachement bien. Okay. Pour le choix de la BD en fait, à la base, je sais plus laquelle c'est, mais je sais que c'était pas celui-là qui avait été proposé à Astier et qui a dit oui, mais non, moi je préférais celui-là. Ok. Ça a été... Ok. Et en fait, il a choisi celui-là parce que c'est vrai que c'est un de ceux où c'est pas. Bon, Astérix s'en sort jamais lui avec la force, même s'ils ont la potion magique et tout, mais là c'est vraiment. Typiquement l'album qui n'a rien à voir avec la force et la potion magique et d'ailleurs elle leur sert quasiment à rien dans cette façade et en plus c'est un truc qui est vachement d'actualité parce qu'il y a beaucoup, alors je pense que ça a été renforcé, j'ai pas le souvenir complet de l'album mais je pense que ça a été vachement renforcé dans le dessin animé, tous les côtés grève, enfin tous les trucs qui sont vachement proches de l'actualité, le commerce, tout ça, donc ça se rapproche beaucoup plus de notre époque en fait, c'est beaucoup plus parlant. Au niveau voix, alors là il y a un casting. Alors attends, on va quand même expliquer ce qui se passe. D'abord, Ouais, voilà. Le domaine des dieux, en fait, c'est César qui, on a toujours marre de ces irréductibles Gaulois qu'il n'arrive pas à vaincre par tous les moyens militaires, tout ça, toutes les stratégies qu'il a mis en place. Et là, il a un plan beaucoup plus alambiqué, beaucoup plus dégueulasse. En fait, il se dit, c'est quand même des guerriers, ils osent pas taper sur des civils, donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va créer un village romain juste à côté de chez eux et puis ils pourront pas les dégager donc à force ils vont peut-être se romaniser tout ça et on va les baiser à l'usure quoi. Et essayer de les civiliser quoi. Voilà. Et donc il y a un architecte qui est porteur du projet, Anglégus,
qui va commencer à lancer ce chantier avec l'aide des camps romains du coin et avec tout un troupeau d'esclaves pour construire ça. Bien entendu, nos chers Gaulois ne vont pas se laisser faire, mais va se créer avec l'histoire des esclaves, tout ça, un peu une obligation de les laisser faire, tout ça, et donc ils vont se retrouver avec les Romains à leur porte, et qui viennent leur acheter des objets, qui viennent, voilà, enfin, et donc ça crée un truc complètement loufoque. Alors, ils ont des petits problèmes, les Romains, à plusieurs moments, notamment les Romains qui veulent pas trop forcément aller habiter là-bas, donc ils créent toute une dynamique, tout ça, et ça donne des situations vachement sympas, et assez inédites pour un Astérix. C'est vrai que c'est un Astérix qui est un peu à côté du reste de ce qu'on voit classiquement. Mais qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Alors attends, non, je parlais quand même des voix. Alors c'est parti pour 3 heures. Allez, attention. Non, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont repris pour Astérix Roger Carrel, qui est la voix historique d'Astérix, qui signe là sa dernière interprétation, autant d'Astérix que visiblement de toute autre chose, d'après ce que j'ai compris. C'est pas mal. Enfin, ça laisse la voix d'Astérix et il interprète toujours... voilà, c'est pas mal. Pour Obélix, alors moi ça m'a un peu fait bizarre au tout début, c'est la voix du gars, alors on l'entend pas beaucoup dans Kaamelott et avec un accent très particulier, c'est la voix du roi Burgonde. On entend plutôt son cul que sa voix normalement, donc voilà, qui a une voix qui est assez différente de Pierre Tornade, qui était le compère de Roger Carrel à l'époque dans les dessins animés, mais après on s'y fait, ça lui donne un côté un peu plus débile, mais qui pourrait peut-être correspondre un peu plus à Obélix au final, mais au final on s'y fait. Après, Laurent Dutch incarne l'architecte Anglégus, donc le perso principal côté romain de ça. Il parle vite. Qui parle très vite. Alexandre Astier s'est réservé un rôle quand même, mais il n'a pas pris un truc qui était sur le devant de la scène, il a pris un centurion romain, le chef des Romains militaires, le truc, et qui se retrouve un peu dans la même position que le roi Arthur dans Kaamelott, parce qu'il a des mouvements de grève et tout, qui sont menés par, alors je sais plus, le légionnaire, voilà, Cubitus, qui est en fait fait par Elie Semoun et qui mène les grèves et les trucs et qui est juste énorme, qui a les répliques qu'il faut. Ah, mais t'as juste envie de le taper, c'est le petit con que t'as envie de taper. Il y a Alain Chabat qui fait un sénateur, qui est excellent aussi. Et d'ailleurs, moi ça m'a fait, ce dessin animé m'a fait un peu la même impression que Mission Cléopâtre. C'est-à-dire que dans le respect d'Astérix, ils ont su garder les dialogues d'Astérix, garder l'esprit original avec les vannes de Goscinny, tout ça, et en mettant leur patte à eux. C'est-à-dire que dans Mission Cléopâtre, on avait senti vraiment la patte de Chabat quand même se coller bien dessus, mais en respectant les dialogues d'origine. Et là, c'est pareil, avec le côté Alexandre Astier, le côté Kaamelott, forcément. Au niveau des répliques, alors si vous kiffez Kaamelott, allez le voir, parce que vous avez les répliques de la même façon, avec beaucoup de voix, il y a beaucoup de voix qui ont été choisies dans les acteurs de Kaamelott, donc on disait le roi Burgonde. C'est ses potes un peu. Voilà, mais il y a un légionnaire Humérus, c'est le Franck Picio, qui joue Perceval, donc dedans. On a la femme du poissonnier. Dans l'alphabétique, c'est celle qui joue Célie, donc la femme de Léo Dagan. D'accord. Alors, pour Assurance Touriste, on a le gars qui jouait la voix de Pumba, tu vois, dans Le Roi Lion. Donc c'est vrai que ça fait des voix qu'on reconnaît tous, c'est assez rigolo. Alors surtout, celui qui est génial, je trouve, comme choix, c'est pour Abra Raccourcix, le chef du village. C'est donc Serge Papagali, qui jouait le paysan dans Kaamelott. Celui qui joue un des deux paysans, enfin le plus gros, et franchement pour Abra Raccourcix ça lui donne un air de naze, de revendicatif et tout, qui donne des ordres mais sans jamais être complètement écouté, et ça c'est trop bien. Le poissonnier ordre alphabétique c'est François Morel, donc voilà, et c'est automatique, c'est Lionel Astier, donc là aussi pour s'envoyer sur la gueule, les deux ils s'amusent bien. Donc voilà un chef des esclaves duplicata joué par Laurent Lafitte aussi, qui négocie tout, mais c'est fantastique. Ça en est limite énervant, mais c'est pas mal. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi, franchement, j'ai passé un super moment. T'as aimé ? On a vraiment aimé. Il y a des petites longueurs à des moments, mais qui sont pas non plus... qui sont pas énormes. Mais par contre, les vannes, voilà. Si vous aimez Kaamelott, vous allez adorer les dialogues. Moi, je suis pas un grand fan d'Astérix, et je le cache pas, que ce soit en BD ou en dessin animé, tu vois, ça m'a jamais trop parlé. Mais moi je suis devenu fan des Astérix, surtout en vieillissant, enfin j'aimais bien quand j'étais gamin, mais en fait, je suis trop jeune. Il y a plein de niveaux de lecture dans Astérix, et le truc c'est que plus, ce que je vous conseille avec les Astérix, c'est que tous les 5 ans, quand votre culture grandit, relisez un Astérix, parce qu'il y a plein de vannes qui vont avec la culture,
et vous découvrez des vannes à chaque fois que vous le relisez. Oui, c'est comme quand ton gamin regarde Shrek maintenant et quand il va le regarder quand il aura 15 ans. Oui, mais là t'as vraiment dans l'Astérix, t'as vraiment des vannes historiques. Hein. Si tu te, il y a des vannes très très pointues. Hein. Goscinny, il était assez balèze là-dessus. Et là, moi, j'en ai retrouvé certaines. Faudrait que je me le relise là, le Domaine des dieux, pour voir si vraiment elles étaient dues à Goscinny ou si c'était dû à Astier. Mais franchement, j'ai passé un super moment, bien marrant. Là, le petit passage qu'on voit dans la bande-annonce avec Elise Moon qui fait oh bah là ça va pas être la même limonade. Ça, celui-là, mais dans la bande-annonce c'est rigolo. Dans le film, il y a tout un contexte qui amène à ça. C'est vraiment bien. Ils ont rajouté quelques petits personnages et tout. Il y a des animations aussi, par exemple, on voit rarement dans les BD Obélix participer aux bagarres générales. Et là, il y a une bagarre générale où tous les autres se fritent la gueule et Obélix saute dedans et là, ça fait un champignon nucléaire. Ça fait des nuages de fumée, ça fait... Et rien que des petits détails comme ça, mais c'est... Enfin, moi, je me suis adoré. Moi, j'adore Astérix et j'ai... moi qui n'avais pas été, en dehors de Mission Cléopâtre, fanat des films... là j'ai vraiment retrouvé Astérix comme j'aime le voir. Pour moi, je préfère que l'adaptation soit effectivement en cinéma ou 3D, mais pas en film. Voilà. Moi je vois pas cet intérêt de passer tous les... Même, tu vois, ils ont tellement un physique particulier, Astérix et Obélix, que te dire que dedans t'as Depardieu et Christian Clavier, quoi. Bon, Non, et puis il y a des proportions. Quand tu vois par exemple Idéfix, t'as quasiment aucun chien, mais pourtant il y a des petites merdes, mais il y a quasiment aucun chien qui peut faire cette taille. C'est pas possible. Donc il y a des proportions qu'on peut pas respecter en film, et je vois pas cet intérêt aujourd'hui qu'on ça donne un petit truc à tout balancer en film, tous ces dessins animés ou toutes ces BD. Et moi j'aime bien retrouver le vrai côté, et là je trouve que le côté 3D respecte vraiment la BD. C'est vraiment super sympa. Écoute, hein. Voilà. Et visiblement, Kevin m'a dit qu'il avait pas été le voir, et sur mon conseil, il y a été, et visiblement, il a passé un bon moment aussi, quoi. Donc, écoute, je le regarderai pour te faire plaisir, et je te dirai. Il faut que tu le regardes pour te faire plaisir. Je te dirai si c'était bien ou pas, quoi. Ah bah ouais. Sur ce, on passe à la suite. Et dans la rubrique jeux vidéo, le Père Noël t'a gâté, puisqu'il t'a apporté Dragon Age 3. Dragon Age 3. Enfin, Dragon Age Inquisition. Voilà, que les choses soient claires. Et comme on est ultra fan de la série Dragon Age, sauf du 2, enfin toi. Oui. Moi j'avoue que le 2, j'ai aimé surtout l'histoire et les personnages, mais pas trop le gameplay. Tu vas nous parler du 3. Oui, du 3 et surtout des améliorations qui ont été apportées par rapport au 2. C'est vrai qu'il s'est fait un peu tailler. Mais bon, moi j'ai quand même joué jusqu'à la fin et j'ai quand même aimé le 2. Mais c'est vrai que le 3 pour l'instant a un meilleur potentiel. En tout cas sur les quelques dizaines d'heures que j'ai déjà commencé à y passer. Parce que c'est un jeu, pour commencer, qui est un jeu très très long. Et qui, je pense, est encore plus long que ce que je pense. Donc imaginez bien, on est parti pour longtemps. Donc l'idée c'est que c'est quand même sur une trilogie. Donc ça reprend l'histoire de Dragon Age. Mais cette fois on se retrouve comme toujours avec des tensions entre les différentes classes. Et là c'est une guerre entre les mages et les templiers. À la fin du 2 il y avait... en fait l'idée c'est qu'ils avaient trouvé un accord finalement... il y avait des pourparlers de paix qui ont été engagés, mais le truc c'est qu'au début du 3, il y a une énorme faille qui se creuse dans le ciel et il y a... on ne sait pas trop, moi je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas voulu savoir. Il y a une grosse faille maléfique qui transperce le ciel et qui tue tout le monde lors de ces accords de paix, sauf une personne. Évidemment, cette personne, c'est nous. Et le souci, c'est que bon, en tant que survivant de cette... de ce cataclysme, on est au départ soupçonné, on va dire, d'être à l'origine de cet attentat. Voilà, on n'est pas très très bien vu, hein, donc à la base quand on commence le jeu, on est en mauvaise position parce que notre personnage déjà a perdu la mémoire suite au choc. Comme par hasard. Forcément, c'est assez pratique quand on n'a pas joué aux opus précédents, mais j'y reviendrai après. La faille est un truc vert, vous avez vu dans le trailer. Sur la main, il y a aussi des traces de l'activité, en fait, une activité verte qui s'allume de temps en temps, donc ce qui fait à peu près flipper tout le monde, y compris vous. Et donc quand ça commence, ça va vraiment pas très très fort pour le personnage. Et bon, je vais pas trop vous spoiler le début, mais en gros, si vous avez joué une petite heure, vous allez vous retrouver à commencer vraiment le jeu, vous vous retrouvez à la tête d'un groupe
qui est donc le groupe de l'Inquisition. Donc vous êtes le chef et on vous donne des compagnons pour vous aider, bon, comme c'est classique, hein. Et l'idée c'est qu'il va falloir parcourir le royaume pour refermer ses failles, car grâce à la marque sur la main, ça permet de fermer les failles et donc de tuer tous les démons qui gravitent autour de la faille. Bon, ça c'est vraiment l'objectif de base, mais évidemment c'est bien plus compliqué que ça. D'autant plus que le monde est vraiment immense pour le coup. Bah, tu retrouves en fait des lieux du premier Dragon Age et d'autres d'ailleurs, plein de nouveaux lieux, en fait ils ont pris le territoire de base du jeu qui était Ferelden, donc du 2 du 1 pardon, et qui revient là, mais sauf que c'est plus, enfin le monde est 4 à 5 fois plus grand, et notamment il y a un nouveau monde qui est créé là spécialement pour le 3 qui s'appelle Orlaïs, moi je l'appelle, qui est créé pour ce jeu là, enfin pour cet opus, c'est Orlaïs, et en fait c'est censé être une représentation de la France. Donc ça j'ai découvert parce qu'en fait je ne savais pas, parce que si on joue en anglais, les personnes ont un accent français. C'est censé être un peu la Renaissance, les nobles. C'est le côté chic de la population. Ferelden, c'est le côté prolétaire. En gros, c'est ça, les paysans, les fermes, les nobles. Et de l'autre côté, Orlaïs, c'est les nobles, donc c'est les Français. Bon, mais moi j'ai joué en français, donc ce pan de l'histoire m'avait bien échappé. Donc en gros, votre personnage, vous êtes donc l'inquisiteur ou l'inquisitrice pour ma part. Quoi que vous choisissiez au début du jeu, vous allez toujours être à la tête du groupe et toujours être inquisitrice, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Vous avez le choix, comme d'hab, c'est 4 races. Donc il y a humain, elfe, nain comme d'habitude, et il y a Qunari. Dans le jeu, c'est assez spécial. Les Qunari, en fait, c'est des mecs avec des espèces de cornes. C'est plus animal, bestial, barbare. Mais tiens, c'est les Mongols. Ils ont un code de l'honneur, machin, ils sont ultra guerriers, c'est pas, je dis les Mongols, j'exagère parce que quand même le Kun en fait, oui c'est ça. Le Kun en fait, c'est leur code de conduite qu'ils doivent suivre, une espèce de philosophie, ils doivent apprendre tel type d'arme, tel machin, tel truc, enfin ils sont vraiment... voilà. Ouais, c'est ça. Mais une fois que vous avez choisi votre race, les classes, c'est hyper réduit, hein. C'est mage, guerrier, voleur, c'est tout. Donc dans votre groupe, il n'y aura jamais de soigneurs, contrairement à d'habitude où on a toujours... Moi j'aime pas trop les persos de soigneurs, donc ça me dérange pas. On se soigne pas, on prend des potions et puis basta. Ils ont réduit le truc hyper simple. Et donc après, en fonction de ce que vous avez choisi, vous allez pouvoir avoir des compagnons. Au départ, on vous en colle 2. Ouais, l'énergie remonte pas entre les combats. Non. Contrairement aux 2 où ça, en gros tu finis un combat et vous t'as ta vie qui remonte. Mais le 2, c'était pas difficile pour ça. Non, mais là ça fait plus jeu de rôle. Entre chaque combat, si tu veux te reposer, il faut que tu rentres te reposer ou que tu prennes une potion. Tu trouves une tente et tu dors. Sinon ça marche pas. Tu prends des potions. Mais les potions sont pas infinies non plus. Tu peux pas accumuler 70 potions dans ton inventaire et t'en as rien à faire et tu prends des potions, Là c'est limité à 8. Et en plus il faut partager avec les compagnons. En fait, c'est vachement plus réaliste. Tu peux pas, tu fais attention à ce que tu fais. Et c'est, du coup, les gens n'avaient pas aimé le 2 parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup trop facile et que les combats, c'était du bourrinage. Alors moi, j'aimais bien parce que étaient tous les mêmes. C'était tout pareil. Moi, j'aimais bien parce qu'en fait, je suis pas très forte. Faut dire ce qui est, en combat, je suis pas super douée, donc ça me dérangeait pas. Mais maintenant que j'ai vu le 3, effectivement, je préfère. Parce qu'il faut un peu plus réfléchir. Ça t'arrive de mourir. Ah, et la caméra tactique, tout ça, c'est un truc que tu utilises à fond. Non, ça non. En fait, il y a 2 modes de combat. Non, mais te moque pas. Mais les gens sont pas toujours... Mais non, mais tu dis réfléchir. Le mode tactique, il est fait pour ça. J'ai quand même Oui, mais je suis pas encore arrivée au bout de ma réflexion. Je suis en cours. Il y a deux modes de combat. Le mode de combat normal, on tape, machin, bon. Mais on peut mourir quand même assez facilement si on fait n'importe quoi. Et un mode tactique, et là, en fait, c'est caméra vue dessus, ça met le jeu en pause. Ça dézoome pas assez d'ailleurs, je trouve. Ouais, mais après, ça peut être embêtant. Ça met le combat en pause. La caméra monte en vue de dessus et vous pouvez cliquer sur tous les persos de votre groupe et agir en leur demandant de faire telle ou telle action. Dans ça se ressemble un peu au tour par tour qui fait. Mais le truc, c'est que c'est un peu galère parce que c'est pour ça que je joue pas, ça m'énerve un peu. Parce qu'en fait, le perso. Tu dois et le déplacer et lui donner l'action, ça te prend deux actions. Donc si tu veux juste le déplacer, tu perds un coup. Enfin,
Donc c'est hyper relou quand t'es magicien, tu veux placer un sort de zone, t'es obligé d'abord de lui dire de se placer là, donc tu perds un temps fou. Donc du coup moi je poutre hop 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 et ça va plus vite. Mais bon après... Bon, disons que ça devient moins tactique quoi. Ouais, ça devient plus hack and slash que tactique. Mais bon. Mais non, parce que c'est pas vraiment hack and slash non plus, parce qu'il faut réfléchir à qui t'envoie en premier, comment tu mets, quel sort tu mets, tout ça. Tu fais qui pas... tu bourrines en premier quoi. Oui, après, bon, ça on est d'accord. Juste comme ça, il nous reste 12 minutes. Hein, donc, faudrait que je speed. Ouais, quoi dire d'autre les personnages secondaires sont hyper importants. On retrouve des persos du premier, du deuxième et des nouveaux persos. Les dialogues sont très importants, donc on peut pas passer comme des bourrins. Faut quand même suivre parce que ça ouvre des possibilités de réponses différentes et surtout, alors là, hyper important, les choix qu'on fait dans les dialogues vont non seulement façonner la façon dont vous allez vous entendre avec vos compagnons, bon ça c'est habituel, mais peuvent aussi influencer sur la suite du jeu. Et là du coup c'est que ça fait vraiment jeu de rôle, c'est-à-dire tout ce qu'on fait a une influence sur ce qui va se passer plus tard. Si vous... la même chose pour les quêtes, il y a énormément de quêtes secondaires, même beaucoup trop, moi je trouve c'est assez... Quand on voit tout ça, on se prend tout ça dans la tête, on se dit oh, j'arriverai jamais à tout faire, on n'est pas obligé, mais bon. Et quand on fait une quête secondaire, parfois ça peut avoir une influence sur le monde. Du style, on voit un village en feu, on n'y va pas. Si on revient plus tard, le village est brûlé. Il est plus là. Si on a fait quelque chose, le village va être là. On a un pont, on décide de le réparer, plus tard on peut y passer. Si on le répare pas, on pourra plus jamais y passer. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est important ce qu'on fait. Et j'irai même encore plus loin, dans la quête principale, le choix des alliés dans la guerre contre ces espèces de failles, etc. Il va falloir créer des alliances, et les alliances qu'on fait vont être primordiales. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà. Donc à un moment donné, moi je suis à ce moment-là, mais apparemment je vais avoir beaucoup d'autres choix. Il y a un choix, si on s'allie avec une certaine classe de personnes, on va être mal aimé par une autre classe et on pourra pas faire marche arrière et prendre... Et on pourra paniquer. Ouais aussi, bah oui c'est vrai. Parce que bon, les jeux de BioWare ils sont caractérisés par le fait que tu puisses niquer tes compagnons. Clair. Et surtout que tu... Au sens propre, hein. Enfin voilà. Oui, nickel, bah oui, quoi, oui. Dirait, sans caléidoscope, sans rien. Voilà. Mais par contre, d'ailleurs, ils sont aussi connus parce qu'on peut avoir des relations homosexuelles. Interraciales et homosexuelles. Mais apparemment que les filles, hein. Alors ça par contre... Non, les hommes aussi. Oui. Et d'ailleurs, tu peux être homme et avoir une relation avec... comment il s'appelle l'autre Iron Bull. Dit gros pénis. C'est intéressant, hein, si vous voyez Iron Bull. Donc tu peux jouer un petit elfe frêle. Bon après les détails de... Non mais bon, on peut avoir des romances avec tous les personnages, on va dire ce qui est. Un nain et un elfe, ça compte comme homosexuel. Un nain et un elfe ça devrait... Bah si, c'est... Ça dépend. Je sais pas, après peut-être par rapport aux affinités. Si tu joues une naine avec un nain, je pense que ça peut être considéré comme homosexuel. Oh là là, on dérape, attention, on avait dit qu'on restait propre ce soir. Voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi là je vous parle du mode solo, il y a aussi un mode multi que j'ai pas encore testé et que j'ai pas envie de tester. Moi c'est que des donjons en fait. Voilà, c'est différent, les évolutions de compétences et tout ça sont différentes sur le mode multi que sur le mode solo, donc c'est un peu compliqué. Et dernière chose, il existe un truc qui s'appelle le Dragon Keep. Et là j'ai pas testé et je savais pas que ça existait. T'as pas keepé ? Ouais, mais je savais pas, tu me l'avais pas dit aussi. Elle a pas keepé alors que c'est Shabbat aujourd'hui. Elle a pas sa kippa. Non mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas de guide quand on achète le jeu, c'est complètement nul, il n'y a pas le petit livret machin, ils expliquent pas ce que c'est. Et ben oui mais tu sais pas. Et en fait le Dragon Keep c'est un site internet où on se connecte avec ses identifiants de EA Origins, donc du jeu d'avant. Et si on a joué au jeu d'avant, on peut importer ce qu'on a fait dans le jeu précédent, son historique via les succès qu'on a débloqués ou pas. Et du coup on peut modifier le monde de base du jeu. Donc si dans notre jeu Dragon Age 2, on a eu une romance avec tel ou tel personnage, si on le retrouve dans le 2, dans le 3, ben il y aura... Ah pardon. Ouais, il y aura des conséquences. La même chose, si tel ou tel personnage est mort, il peut pas venir dans le 3. Ben, c'est hyper intéressant d'avoir ça, et je suis dégoûtée parce que j'ai fait déjà beaucoup d'heures de jeu, j'ai pas envie de recommencer à zéro.
Et pourtant, ça a l'air super sympa de pouvoir. Et même les gens qui. Mais quand tu l'auras fini, tu recommenceras avec. Ouais, après, faut recommencer. C'est ça. Mais ils se sont inspirés de ça en fait. Ils ont totalement pris. Ils ont pris plein de trucs studio, ils ont pris plein de trucs sur Mass Effect, donc voilà. Tant mieux, c'est un jeu que j'adore. Ben, ils ont amélioré le truc, ils ont amélioré le concept du jeu en se servant du reste. C'est quand même vachement bien. Donc pour le coup, c'est hyper bien réussi, je trouve. Il n'y a pas grand chose à dire de négatif. Bon, il y a quelques bugs, les chevaux, c'est. Il y a des bugs sympathiques, mais un peu à la Assassin's Creed Unity, quoi, tu vois. Genre quand t'as un cheval qui est proche d'un truc, d'un coup, tu sais, il est debout sur le toit à l'envers, ou tu vois, ou des mecs un peu bizarres. C'est un peu chelou. Les chevaux, je sais pas ce qu'ils ont. Les chevaux en particulier, ouais. Mais bon, bref. Mais aussi, c'est bien que ça existe, c'est-à-dire si tu veux te déplacer, ben, il faut que tu fasses la quête pour avoir le cheval, sinon à pied, tu galères pas possible parce que le monde est immense. Il est pas ouvert. À la Skyrim, mais franchement ça ressemble, c'est vaste, vraiment très grand. T'as une vraie impression de bac à sable, comme on dirait. Mais oui, mais par exemple, ça fait penser à Skyrim dans le sens où tu vois, ils font attention à l'eau, ils font attention à tout ça. Bon bref, c'est bien, allez-y, mangez-en, c'est dispo partout, enfin sauf sur... c'est dispo sur toutes les consoles, tout ça, et ça vaut une 60 7 minutes, ça me dit maman. Merci. Voilà, allez-y, jouez. Bref, sur ce, on enchaîne avec la rubrique courrier. Et dans la rubrique courrier, alors est-ce que tu veux nous balancer les tweets sur la télé en même temps? Si vous voulez, ouais, Guacasable, Mimi Cracra, si vous voulez nous comment ça s'appelle? Non, mais c'est Monsieur Karaté, mais vous suivez pas. Ah d'accord, je comprends pas. Si vous voulez laisser des commentaires, c'est maintenant sur la chatroom, on va les prendre. Et en même temps, toi tu vas lire là, Twitter. Oui. Et moi je vais lire la chatroom. D'accord, je vais pas lire, très bien. C'est bon, arrêtez de me faire des signes, j'ai compris. Ah, okay. Il faut qu'on montre les affiches. Eh ben, mais c'est Nicolas Poppy qui est toujours... Zoom, c'est quoi cette affiche sur la table? Voilà, tiens, attrape-la, vas-y, attrape-la. Allez, je vous montre ça et monsieur Cédric va vous commenter. Voilà, c'est magnifique, c'est formidable, c'est une affiche, c'est génial, c'est l'affiche que les gens qui nous avaient financé la saison 6, c'est écrit là, sur Ulule vont recevoir. Elle est terminée, elle est magnifique, on vous montrera une photo sur les réseaux sociaux, comme on dirait. Ah, elle est belle. Donc voilà, elle est magnifique et tout ça. Merci, Abrutim. Ah là là, et oui, c'est ça. Le caméraman fait aussi des dessins, il est fantastique. Il est fantastique. Là, vous voyez certainement pas très bien à cause de l'éclairage et tout, mais on vous montrera ça mieux. Ça va quand même. Ouais. Maintenant, c'est le temps d'imprimer, de vous envoyer tout ça et tout. Enfin, ça va prendre encore un peu de temps, mais c'est fini. Donc, les Meuporg, des questions. Salut, un iPad est-il indispensable pour un graphiste print? Merci à vous, PS, j'adore votre émission, continuez comme ça. C'est Pio Clément ou Plot Clément, je sais pas, j'arrive pas à lire si... Pio Clément, ok. Alors, indispensable, non. Par contre, j'avoue que j'utilise beaucoup Adobe Draw pour dessiner. Et comme c'est du vectorisé après, en print, tu peux t'amuser, c'est Illustrator, donc tu récupères ça sur ton ordi. Je sais pas si c'est indispensable. Pour moi, c'est pas indispensable. Sauf si tu dessines, ça peut être sympa, mais je suis sûr qu'il y a des outils pro qui te permettent de faire des choses beaucoup mieux que ça, quoi. Voilà. Mais ça te permet d'avoir une tablette dans ton sac et de dessiner. C'est un overboard derrière vous, nous demande Charlie. Oui, c'est un overboard. On en parlera après si tu veux. On a raté, il y avait des questions sur le jeu, mais j'ai pas eu le temps de voir, tu vois, je vois pas bien ton... Mais non, j'ai pas vu de jeu. J'ai l'impression que vous êtes obligé d'expliquer au caméraman la fonction pour le focus à chaque émission. C'est ça. C'est pas toujours le même caméraman. C'est pour ça, parce qu'en fait on n'a pas de caméraman entre nous. Donc... Le caméraman c'est Timo. C'est toujours un membre de l'équipe. Je lui mets un coup de tête. Non, c'est toujours un membre de l'équipe. Sinon c'est Seb qui vient lui mettre un coup de tête. On est multitâche. Il y a que moi qui n'ai pas le droit de toucher parce que je me fais engueuler. De loin j'ai cru que c'était une affiche de Avatar The Last Airbender. C'est très joli donc. Je prends ça pour un compliment. Voilà. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que t'en as d'autres ou pas? Vas-y, il y a des commentaires. Mais j'en ai pas là, donc tu peux y aller. Ah bah c'est parfait. Alors, donc... Vas-y, envoie, balance Twitter parce qu'il nous reste 4 minutes. On est pressé. Vas-y. Ah, il y a marqué Abrutim, un fabuleux dessinateur. Bah, c'est fantastique. C'est Ra qui dit ça. Il est sympa. Vous m'avez perturbé avec Marco Polo. Maintenant, j'ai juste envie de regarder pour voir cette fameuse scène façon kaléidoscope. Alors, c'est l'épisode 5, si tu vas aller direct. 5 ou 6? Non, 5. 5. Ouais, 5, voilà. Ouais. Tu as le masque d'Iron Man, ouais, et on en avait parlé dans l'épisode précédent, c'est un vrai en fer et tout qui fait 7 kilos et qu'on peut mettre sur la tête. Et qui prend les traces de doigts. Et ouais, c'est ça, parce que c'est du métal, le brut. C'est moi où le bracelet en plastique de Misfit nique un peu la peau des poignets à force de le porter. Tout comme les Jawbone. Ah, alors, moi non, j'ai pas ce problème. Moi j'ai dû le desserrer un peu, ouais. Non. Ah ouais? Moi j'ai pas ce problème.
Par contre, toi, c'était celui du Fitbit qui Le Fitbit, qui j'avais plein de une allergie, t'avais des plein de boutons, toi, boutons. carrément. Mais celui-là, rien. Sympa. Par contre, ça tient pas top. Hein, faut faire hyper gaffe, le Ouais. truc se détache. C'est ça. Ah, j'ai presque compris mon objectif, dis donc. Je l'ai perdu. Faut relativiser le charisme de Marco historiquement, il a 17 ans en arrivant à la cour du Khan, seul étranger au milieu d'un empire. Bon là il fait pas 17 ans, non. je te dis tout de suite. C'est un peu comme les séries de la CW où les meufs elles ont 16 ans, sont au lycée, au collège, Ouais, au c'est lycée, ça, et en fait elles ont 40 ans quoi. Geeking GL, tu te trompes avec son frère Waterpolo, qui a une tête de poisson. C'est Flox le Grand qui nous dit ça. Vous tournez dans un studio ou c'est l'appart de l'un d'entre vous, on me demande sur le chatroom. Alors avant on tournait Un chez peu moi. les deux. Avant l'épisode 176 ou 175. Ouais, fait chez nous. Et là maintenant, en fait, c'est un appart qu'on loue dans lequel on a tapissé un mur et on a construit un décor. Mais c'est un appart en fait. Qui sert à ça, qui sert de studio et qu'on co-loue avec une autre entreprise. Une émission sur les solutions domotique box accessoires, voir Sarah serait cool tellement le sujet est vaste. C'est Artichaut qui nous dit ça. Ah ouais, ça serait cool. Voilà. Non, mais oui. Bravo. Et tu sais quoi, on en discutera, mais il y a plein de trucs à faire. On attend en plus aussi d'avoir notre chaîne sur jeuxvideo.com pour pouvoir faire nos lives et nos trucs. Et j'aimerais bien pouvoir tourner des petits modules comme ça de temps en temps, des vidéos entre nous, tu vois, où on pourrait faire des démos des choses qu'on utilise et tout ça, quoi. L'autre entreprise fait du porno, nous dit Baftech. Oui, c'est exactement ça. C'est pas D'ailleurs, loin, pas loin. il y a un shooting demain, si ça vous intéresse, on vous enverra les photos. D'où le canapé cuir. D'où le canapé cuir. C'est un cuir fait exprès pour que justement on puisse nettoyer avec une simple coup d'éponge en cas de perte de fluide. Alors, vous avez une belle collection derrière vous, l'adresse du studio et code d'entrée s'il vous plaît, voilà. Alors la collection en fait c'est que des objets perso à certains d'entre nous, donc non on te donnera pas l'adresse. Ouais, c'est à L'adresse Captain America a bien grossi et Mary Jane est sexy. Ah c'est toi t'es Mary Jane. Oui, merci. Et Captain, ouais mais en fait depuis que je fais plus d'exercice entre deux films, C'est je ça. prends un peu de bedaine. Captain Mais, America. America, c'est ça. Mais Oh là Captain là, America, Timo. non elle est bonne, je la retiens celle-là, je la retiens. Et je la mettrai dans ma bio Twitter. Et donc, non mais c'est vrai, attends. Et donc ouais mais non mais je serai en forme pour le prochain film, t'inquiète pas. Geeking, est-ce que vous savez si le CES est ouvert à tout le monde si un jour je me balade purement par hasard à Las Vegas, par hasard je crois pas, je crois que c'est uniquement sur accréditation en fait. C'est un salon pour la presse. Et un dernier parce que c'est l'heure. Cédric commence à envahir le gaming live avec sa domotique. Run for your life. Voilà, c'est ça. Cédric, tu cours plus. Non, je cours plus beaucoup, non. Très belle. Ouais, non, c'est bon. C'est tout. Allez, bref, sur ce, on vous dit au revoir. On envoie le générique parce que sinon, Monsieur Karaté va nous mettre un Mawashigiri derrière les dents. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on envoie le générique. Ciao et à la semaine prochaine.